Bonjour à toutes et tous. Nous sommes avec la Semaine du Son et les SMAC à Montréal, pour la cinquième édition de la Semaine du Son Canada. On est ravis cette année de pouvoir poursuivre notre collaboration avec les SMAC pour parler du son d'un point de vue de la cité, c'est-à-dire comment le son, lui, est géré au niveau de la vie des citoyens. Et en particulier, ici, on va parler donc des salles de spectacle et donc de toute la réglementation inhérente, les problématiques, voire les solutions qu'on peut trouver pour que tout le monde puisse cohabiter sereinement. Comme je le disais, c'est une collaboration avec les SMAC. Donc, nous avons ici John Weiss, qui est le président, je crois, hein, des Le SMAC, directeur général. directeur général, pardon, qui va animer cette rencontre. Nous avons comme invité Romain Dumoulin et une somme d'acteurs, de représentants de salles de spectacle que John présentera. Je tenais aussi à remercier, c'est Mathilde Duguet, hein, des SMAC, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de cette rencontre. John, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, on va accueillir parmi nous plusieurs de nos salles SMAC. Je vois qu'il y a Xavier et Sébastien qui sont déjà ici. Xavier Auclair qui travaille pour le ministère et le Club Soda, puis Sébastien qui est propriétaire de l'ESCO. On attend plusieurs autres participants, dont des représentants du Ausgang Plaza, du Monastère, du Lion d'Or, de la Cale et de la Casa del Popolo, qui risquent de se joindre à nous en cours de route. Il y Euh, a déjà Moreau qui est là, je pense, il y a Mauro ouais, qui est là. OK, par merci. téléphone. Ah, On le voit j'ai pas. pas Ouais. vu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans Allô, Mauro. Et Oui, puis, bonjour. je vais tout d'abord céder la parole à Romain, Romain Dumoulin, acousticien qui est co-organisateur de la Semaine du Son, qui travaille sur multiples beaux projets. Donc, je vais lui laisser le soin de se présenter. Merci, John. Alors, mais c'est ça moi, le but d'aujourd'hui, c'est de faire une introduction qui sera un peu plus, quand même assez longue. Je pense que c'est une grosse introduction de peut-être 30-35 minutes. C'est vraiment dans le contexte aussi, juste mentionner aussi que je pense cet événement-là, cette journée, cette table ronde, elle s'inscrit quand même, rappeler que dans le contexte des auditions publiques sur la vie nocturne qui ont lieu en ce moment et que bah, le bruit, ça a été identifié comme un enjeu majeur et qu'il y a un projet pilote dédié aux salles de spectacle qui a été annoncé par la ville et qui devrait avoir lieu ce printemps. Donc c'est ça le but d'aujourd'hui. Je pense après ma présentation, et puis c'est un peu comme ça que j'ai vu ma présentation, c'était de mettre un peu la table à la discussion que vous allez avoir. Dans les thématiques qui vont être abordées, j'imagine qu'il va y avoir des aspects, on va dire, techniques, des aspects même acoustiques, des aspects réglementaires, et notamment aussi tout ce qui est relations et interactions avec les parties prenantes qui ne sont pas les salles de spectacle, donc la ville et les voisins. Et donc moi, mon idée là avec cette introduction, c'est un peu de rappeler certains enjeux, d'identifier euh, en fait peut-être les enjeux, les limitations techniques et réglementaires que j'ai pu voir à travers mon expérience à travailler dans ce domaine, et notamment particulièrement dans le contexte montréalais, donc vraiment propre au règlement montréalais. Euh, juste mentionner, bah, rapidement me présenter. Je travaille sur ce sujet-là depuis 2010. En fait, avant d'arriver au Canada, je travaillais déjà sur ce domaine-là parce que pendant mes études, j'ai été technicien pour une firme de
de consultant en acoustique où on faisait les études d'impact pour les salles de spectacle, donc dans un contexte réglementaire français, où en fait chaque salle doit faire une étude acoustique et installer un limiteur acoustique avant d'avoir le droit d'ouvrir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis en 2010, en arrivant au Québec, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le comité bruit, un comité citoyen qui avait été organisé par le plateau. À l'époque du projet Noise, je vais en parler un peu d'ailleurs, le projet Noise du SPVM à l'arrondissement du plateau, les premiers problèmes de bruit du divan orange. Et puis ensuite, bah, j'ai eu un mandat par la ville de Montréal pour aider un peu la ville à essayer de nous comprendre et à trouver des solutions. Ça, c'était en 2011, on avait créé un guide. 2014-2015, j'ai été un fonctionnaire de la ville, donc j'étais celui qui s'occupait d'évaluer les plaintes. Je suis intervenu à la régie des alcools et des jeux, à la cour municipale. Et plus récemment, en 2021, la ville de Montréal m'a mandaté pour élaborer les conditions et les exigences techniques du programme de subvention que vous connaissez probablement. Donc le programme de subvention de la ville-centre, du service de la culture de la ville-centre. Et puis de façon générale, bah, ça, j'ai à peu près réalisé une douzaine d'études pour des salles par rapport aux enjeux de nuisance à la fois à Montréal et à Toronto. Et en toute transparence, je devrais quand même mentionner aussi que j'ai participé encore plus récemment aux discussions internes pour le développement et l'élaboration du projet pilote qui a été mentionné par la ville récemment. Donc voilà, je peux pas ça c'était vraiment dans quel projet pilote, comment mettre en place ce projet pilote, quelles seraient les exigences, surtout principalement acoustiques et techniques. Donc voilà, ce que je vous propose les 5 points que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, c'est d'abord certaines notions et concepts. Vous connaissez mieux le milieu que moi. Moi, je suis juste un acousticien. Vous êtes vous êtes dans le milieu, vous avez géré des salles. Je trouvais ça intéressant d'amener certains concepts, notions, même des affirmations ou des généralités autour des enjeux du bruit des salles de spectacle, où je voulais amener peut-être mon point de vue ou certaines réflexions et peut-être des nuances, là, si certaines nuances. Ensuite, on verra le contexte montréalais, mais pas du tout de façon exhaustive. Vous connaissez mieux ce contexte-là que moi d'une certaine façon. On parlera du règlement et aussi des limites de son application, à la fois l'application par la ville et la salle, mieux comprendre dans quel contexte on est réglementaire. Et après, les 2 derniers points, c'est les pistes de solutions. Donc là, il va y avoir il y a la ville qui demande l'avis des gérants de salle et de la communauté pour faire une politique de la vie nocturne. Je voudrais aussi un peu mettre en avant certaines solutions qui ont déjà été évoquées. Donc, on va parler par exemple de l'agent de changement. On va parler de qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre des normes objectives et en fait un peu mettre ces points-là. Euh, on va commencer. Alors, pour les notions et concepts. Bon, je vais parler souvent de bruit, puis je sais que souvent c'est un problème. J'ai eu la mauvaise expérience des fois de parler trop souvent de bruit à des gérants de salle qui finalement, ce que vous générez quand vous faites des événements, c'est pas du bruit. Donc c'est ça. Quand je vais parler de bruit, ça va être vraiment tout ce qui va sortir. Le bruit finalement, c'est tout ce qui sort de la salle, qui va potentiellement déranger quelqu'un, et c'est à ce moment-là que c'est une nuisance sonore ou un bruit. Cette distinction-là, c'est juste symbolique, mais je suis très conscient que c'est pas du bruit de base que vous générez. Et puis là, en fait, la gestion sonore, qui est le titre de la présentation, c'est un très beau mot. On dit gestion sonore, on dit pas gestion du bruit, parce que pas juste pour enlever le mot bruit de la terminologie, mais surtout pour expliquer que ça dépasse le simple fait de réduire des niveaux de bruit chez les voisins. Et en fait, ce que je vois dans gestion sonore, c'est le contrôle des niveaux sonores à l'intérieur. Donc ça, c'est dans votre salle. Ensuite, il y a l'enjeu de l'isolation. Donc ça, en acoustique, on a toujours la source, chemin, récepteur. Donc l'isolation, c'est vraiment sur le chemin. Et après, le contrôle et gestion sonore, le contrôle et gestion des nuisances sonores, ça, c'est vraiment comment on peut contrôler le fait qu'il va y avoir un dérangement, qu'il va y avoir potentiellement des gens qui vont se plaindre. Et ça se passe aux 3 niveaux. C'est toujours plus facile, et ça c'est assez, je pense que vous savez déjà, c'est beaucoup plus facile de régler un problème à la source, donc au niveau du chemin des récepteurs. Il y a un point aussi que je veux mettre en avant, c'est l'isolation. L'isolation à bon dos. L'isolation, c'est toujours identifié comme à la fois le problème principal et puis surtout en fait la solution principale. Donc une salle, même la ville, quand elle a fait son programme de financement, il y a eu souvent des abus de langage. En tout cas, c'était tout de suite présenté. C'est un programme pour améliorer l'isolation. En fait, si on peut avoir une bonne isolation et quand même avoir des plaintes de bruit parce qu'il y a une mauvaise gestion sonore. Et notamment, il y a une mauvaise gestion et contrôle des niveaux sonores à la source.
Dans ce cas-là, on va parler pour l'isolation de finalement la compatibilité de la salle et de l'enveloppe avec soit certains événements ou avec un programme d'une salle. Donc voilà. Alors, à Montréal, dans le cas de Montréal, on parle de l'isolation de la salle, mais en fait, malheureusement, à cause du règlement, c'est aussi l'isolation des voisins. Donc ça, c'est un peu un des problèmes qu'on verra, c'est que vous êtes un peu dépendant de l'isolation de vos voisins. Donc même si vous avez une bonne isolation, si vos voisins réduisent leur isolation, c'est vous qui allez être impacté. Un dernier point que je voulais faire, c'est que donc les nuisances sonores, c'est finalement, il y a un lien direct avec la gestion sonore. Donc c'est ça, le fait qu'il y ait des plaintes de bruit, c'est directement lié selon moi, en fait, lié à la gestion sonore de la salle et on verra un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est sûr qu'il va y avoir des aspects acoustiques. Le niveau sonore qui va être perçu par le voisin. Souvent, on utilise la métrique qui s'appelle l'émergence, donc comment le bruit de la salle va sortir du bruit de fond. Mais il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs non acoustiques. Donc voilà, on verra ça plus en détail. Alors, un argument ce que j'entends assez souvent et qu'on entend assez souvent, en fait, c'est l'argument du fait qu'en ville, c'est bruyant et donc on accepte finalement que la circulation, le trafic routier fasse du bruit, que la construction fasse du bruit et que finalement, c'est assez normal que les salles de spectacle fassent du bruit, il faut l'accepter. Je suis tout à fait d'accord. Puis là, je viens pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est un peu mentionner des aspects acoustiques puis ça a été prouvé que le bruit musical, donc le bruit qui se transmet à travers une salle de spectacle, il est quand même clairement plus dérangeant que d'autres bruits. Et alors, il y a vraiment plusieurs facteurs, mais quand on dit dérangeant, déjà, c'est l'impact sur le sommeil, la capacité à se concentrer. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est donc pour les facteurs acoustiques, il faut voir le contenu, donc le contenu en fréquence. Les enveloppes des bancs vont avoir tendance à laisser passer les basses et pas les aigus, donc il va y avoir un débalancement du son. Donc en fait, on va surtout entendre les basses. Le rythme et finalement, les impacts qui sont générés par le rythme de la musique, ils sortent largement du bruit de fond, qui est généralement un bruit de fond assez constant. Puis après, il va y avoir combien de fois ça arrive par semaine et la durée, combien de temps ça dure. Et puis, d'autres facteurs non acoustiques qui sont super intéressants aussi selon moi, qui finalement, vous, dépendent pas de votre capacité à gérer le niveau sonore, mais qui sont aussi importants que les niveaux sonores. Parmi ces facteurs-là, il y a comment ce bruit-là, il est perçu par le plaignant, le ressenti. Donc en fait, pour le plaignant, quelle est l'utilité de ce bruit-là. Donc si vous avez un voisin qui trouve pas qui est pas conscient de la valeur ajoutée de vos événements, de votre salle, pour lui, il va être plus dérangé. Il y a aussi le ressenti finalement de son contrôle. À quel point le plaignant, il a l'impression que c'est bien contrôlé. Et finalement, il y a un autre paramètre qui est plus la responsabilité de la ville et l'imputabilité, c'est à quel point le ressenti de la capacité de l'autorité, donc là en l'occurrence la ville, à faire respecter et à contrôler ce règlement. Donc ça, en gros, c'est s'il n'y a pas un suivi par la ville, le plaignant va être plus frustré par le bruit et donc il va physiquement, physiologiquement être plus impacté par ce bruit-là. On sait qu'avec la pandémie, il y a aussi une prise de conscience, donc ça c'est beaucoup plus subjectif, mais il y a eu des niveaux d'exigence par rapport au bruit qui ont changé. Euh, Pendant les audiences là, la semaine dernière, il y a eu un point intéressant d'un historien qui mentionnait que avant sur le plateau, autour des salles, c'était beaucoup de logements locatifs. Et il y avait un autre aspect psychoacoustique qui considérait, en fait, qui était que, en fait, notre rapport en fait, au fait qu'on allait pouvoir se plaindre, en fait, qu'on allait moins se plaindre si on savait que on pouvait partir. Au final, si on était trop dérangé, on avait la capacité de pouvoir partir. Un dernier point par rapport au bruit de la ville versus le bruit des spectacles, et ça c'est plutôt dans le sens des salles de spectacle, c'est qu'effectivement l'impact du bruit d'une salle de spectacle, il est très localisé. Et ça d'ailleurs c'est quand même c'est une vraie question, c'est à quel point en fait combien de personnes vont être touchées par ce bruit-là. La circulation, la construction, ça peut toucher des dizaines, voire des centaines de personnes. Et là, une salle de spectacle particulier, il va y avoir peut-être un ou deux plaignants qui vont vraiment être impactés. Donc, c'est vraiment beaucoup plus localisé. Par contre, en termes d'impact, ça peut être un peu plus fort que d'autres bruits en ville. Ça, c'est un gros dossier. Là, je vais passer peut-être 2 minutes là-dessus, que je trouve très intéressant. Puis c'est aussi des notions, c'est la notion de la légitimité des plaignants. En fait, le fait on aurait le droit ou pas de se plaindre du bruit d'une salle de spectacle quand on vit près d'une salle de spectacle.
Et j'ai pas la réponse. Je veux juste en parler parce que je pense que ça vaut la peine. Et puis, j'accuse pas les gens qui font cette analyse-là, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Alors, le corollaire de cette pensée-là, ça serait qu'il y aurait une zone autour d'une salle, autour de laquelle ça serait donc illégitime de se plaindre. Alors, je ne parle pas de interdit, parce que le règlement actuellement, on ne peut pas interdire à quelqu'un de se plaindre, mais qu'en fait, ça serait illégitime. C'est pas juste de pouvoir de se plaindre. Alors, d'un point de vue acoustique, c'est un peu compliqué. D'un point de vue même réglementaire, il faut définir qu'est-ce que c'est le bruit, à quel niveau, puis quelle serait la taille de cette zone-là à partir de laquelle on aurait finalement le droit de se plaindre. En fait, est-ce que, ok, si on est quand même à 200 mètres d'une salle, bon là, ça devient abusé. Par contre, quand on est juste à côté, bah, on n'aurait pas le droit. Alors, un des enjeux que je vois, c'est que cette illégitimité, elle est souvent basée sur des paramètres qui ne sont pas vraiment des paramètres acoustiques. Et qui ne sont pas liés à la gestion sonore finalement de la salle. C'est plutôt souvent ce qu'on voit, c'est qui c'est qui arrive en premier. C'est vraiment le premier point. Puis ça, c'est plutôt la clause d'antériorité. Donc, c'est la salle était là avant. Donc, finalement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Puis, on parlera de ça avec l'agent de changement. Encore un peu plus problématique selon moi, c'est l'analyse un peu, une sorte d'analyse des plaignants, en fait, individualiser chaque plaignant, c'est-à-dire, OK, quel est le plaignant qui se plaint, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, avec un malus si c'est des plaignants qui finalement sont le visage de la gentrification. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, mais qui sont finalement, qui ne tiendraient pas dans un règlement. Alors, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'on évoque très rarement, puis c'est très difficile pour moi de dire ça à des gens de salle, mais je vais le tenter quand même. Très rarement, on évoque la gestion sonore comme une des raisons des problèmes. Finalement, on parle de l'isolation. C'est comme un fait que l'isolation est mauvaise dans quasiment toutes les salles de spectacle, comme si c'était un peu une fatalité. Bon, ça, c'est un premier point. Mais la capacité de gérer les niveaux sonores avec toutes les bonnes pratiques et tous les outils, en fait, elle est très difficile à documenter, ça c'est une réalité, mais en fait, elle est rarement mentionnée en fait. Donc on ne sait pas si le niveau de bruit il a augmenté à travers le temps, on ne sait pas s'il y a eu des excès, on ne sait pas si tout est mis en œuvre pour gérer contre le bruit. Donc ça, c'est vraiment le point de la discussion, gestion sonore des salles de spectacle. Et en fait, ça je pense que c'est quand même un point assez important. Et en fait, si on ne la mentionne pas, on sous-entend que quand il y a un problème de bruit, on sous-entend que la gestion sonore, elle est quand même excellente en fait, elle est exemplaire. Et quand finalement, c'est juste un problème, c'est le problème des voisins. Et il y a des cas où c'est le cas. Il y a des cas où il y a une très bonne gestion, il n'y a rien qu'à changer, puis tout d'un coup, il y a des plaintes. Il y a des cas où, en fait, la gestion sonore d'une salle, elle n'est pas exemplaire et on constate qu'il n'y a pas tous les outils mis en place. Donc, en parler, en fait, faire ce constat-là de salles victimes et puis voisins ou villes et SPVM qui seraient un peu les méchants, c'est très simpliste. Je ne dis pas que c'est ce que font tout le monde, mais c'est sûr que ça aidera pas ça aide pas à développer ce solution. Un dernier point, un dernier commentaire que je vois souvent, c'est l'analogie avec la route, en fait. C'est si tu habites près d'une route, mettons, tu habites près de l'échangeur Turco, tu profites d'un logement pas cher, tu sais que ça va être bruyant quand tu as fait ta visite, tu n'as vraiment pas le droit de te plaindre du bruit de la circulation. Tu peux pas appeler la ville et dire c'est trop bruyant. Mais ça, en fait, je mets une certaine nuance parce que à un moment donné, la circulation, elle peut augmenter. Ça peut arriver à un niveau qui dépasse les normes de l'OMS et donc il y a une pertinence peut-être en évaluant ça, d'évaluer s'il n'y a pas un excès comme des nids de poules à côté, des voitures avec des pots d'échappement modifiés. Donc là, je change de sujet, mais c'est juste pour dire qu'il y a des nuances même sur ces genres d'analogies. Si vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus, je suis vraiment hâte d'entendre ça plus tard. Le droit au bruit, on en parlera, on en parlera, mais c'est ça, le droit au bruit, c'est pour quel niveau de bruit? Oui, mais à quel niveau de bruit? Comment on définit ce niveau de bruit-là? Et puis après, de votre côté, du côté de la salle, et puis du point de vue de la ville, comment on s'assure pour que ce niveau de bruit ne change pas et qu'il soit contrôlé? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place à l'intérieur pour s'assurer que oui, vous avez le droit de faire le bruit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est toujours le niveau sonore? Alors, ça, c'est une petite présentation. C'est juste pour dire qu'effectivement, la gentrification, la gentrification, ça a un impact. Ça, c'est une étude qui a été faite à New York avec 600 000 appels, donc pas juste des salles de spectacle, mais à New York, énormément de plaintes de bruit, ça vient de la musique amplifiée. Pas juste des salles de spectacle, ça peut être aussi musique amplifiée de fait entre des logements. Mais en fait, on voit que finalement, il y a une tendance où dans les quartiers qui se gentrifient, il y a plus de plaintes. En gros, pour généraliser, pour expliquer rapidement, c'est l'occasion de dire que
il y a quand même un biais avec les plaintes et qu'on ne peut pas utiliser le simple fait qu'il n'y a jamais eu de plainte dans le passé pour montrer, illustrer qu'il y a une bonne gestion sonore. Ça aussi, c'est un point de vue un peu du côté, pas du côté des salles, mais du côté des riverains. Il y a un biais dans la capacité à faire des plaintes. La façon de faire des plaintes à la ville, elle est vraiment pas optimum. Les gens qui font des plaintes, c'est des gens qui ont le temps de faire des plaintes, qui ont une forte raison de s'engager à faire des démarches. Ceux qui veulent pas s'engager, ils déménagent ou ils font autre chose. Et donc, il y a vraiment un gros décalage entre le nombre de plaintes que vous allez recevoir ou le nombre de plaintes qu'une salle a reçues dans le passé et finalement sa bonne gestion sonore. Donc ça, c'est quand même, c'est pas un argument très fort si on veut justifier sa bonne gestion. Voilà. OK, le compromis. Donc, ça, c'est un peu le but ultime. D'un côté, on va assurer le but d'un nouveau règlement, le but d'une meilleure gestion, c'est assurer votre pérennité. C'est de pas être dépendant d'une plainte, de l'avenue de la police et donc d'avoir, une forme d'assurance, comme vous avez une assurance pour d'autres aspects dans votre opération, une forme de pérennité par rapport au bruit. Donc ça, c'est probablement avec des normes et un processus de gestion des plaintes, donc de la part de la ville qui sera objectif et prévisible. Le compromis de l'autre côté, c'est, l'impact minimum pour les riverains. Donc impact minimum, ça va être très difficile à définir, ça on le sait déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire? Inaudibilité, audibilité et bah, ça, ça va être aussi la responsabilité de la ville et la responsabilité des salles. Cette citation-là, je la présente assez souvent. Souvent, je commence par cette présentation-là. C'est que bon là, c'est dans le cadre d'une dispute ou en tout cas dans un litige lié au bruit, mais je pense que ça sera la même chose dans l'élaboration du règlement ou d'un futur règlement sur le bruit. Un bon règlement sur le bruit, ça va être un règlement qui va mécontenter les 2 parties de façon équitable. Donc en fait, les 2 parties seront pas forcément super contents. Pour résumer, c'est un peu la triste réalité des règlements sur le bruit et de tous les litiges au bruit. Alors ça, c'est quand même quelque chose je pense qu'il faut identifier dès le début. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant pour voir un peu les 3 points de vue, et si on va l'appliquer, un concept, c'est une présentation qui était fait à l'échelle du community noise, donc c'est vraiment tous les types de bruit, mais on peut faire une application au problème des bruits de salle de spectacle. Du point de vue de la ville, ce qu'ils veulent, en fait, ultimement, c'est le moins de plaintes possible, d'un point de vue statistique pour montrer que ça se passe bien et qu'il y a pas d'un gros problème. D'un point de vue aussi financier, ça coûte cher la gestion du coût des salles. Il y a la police qui vient, il y a il y a plusieurs parties impliquées. Hem, du point de vue des salles, proponents, ça c'est de votre point de vue, bah, il faut pas que ça coûte trop cher. Alors c'est pas juste le coût, des solutions, c'est aussi le coût sur vos opérations. Si par exemple on vous dit: «Vous pouvez pas jouer à un certain niveau» et donc ça veut dire que vous pouvez pas faire, votre, soirée, hip-hop ou drum and bass parce que ce type de soirée-là, bah, c'est plus aux normes, bah, ça va avoir un coût sur votre opération. Il faut que ça soit raisonnable et aussi il faut que ça soit faisable, il faut que ça soit réaliste et du point de vue des citoyens, bon, bah, c'est ça, c'est est-ce qu'il va y avoir une satisfaction par rapport à leurs attentes? Et après, comme je mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'il y a tout un processus pour gérer les plaintes? Et donc les plaintes, ça peut être évaluer la plainte sans forcément avoir après une amende, mais au moins évaluer. Ils peuvent toujours faire des plaintes, mais on va voir si le processus, il fonctionne. Hem Donc, contexte montréalais, je vais aller très vite. Je commence 2010-2024. Avant, j'étais pas au Canada. Et puis, le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est juste vous donner certains points. Encore une fois, je sais que vous connaissez mieux le contexte que moi. C'est vous qui le faites, ce contexte-là. Moi, je suis juste quelqu'un d'extérieur qui regarde ça du point de vue du bruit. En 2010, il y a le projet Noise, augmentation des amendes. Donc, ça se passe à l'arrondissement du Plateau. Application plus marquée du règlement. En fait, une volonté, officielle, de la police du SPVM de resserrer un peu un règlement qui existe déjà, mais ils changent les amendes, ils multiplient et à un moment, ils ont multiplié par 10 certaines amendes. Il y a aussi le Divan Orange qui a ses premières plaintes. À l'époque d'ailleurs, au passage, c'est pas le même problème vous connaissez déjà probablement tous, le problème qu'a eu le Divan Orange avec son voisin au-dessus. À l'époque, c'est des plaignants qui étaient sur la rue Clark et c'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est des résidents qui étaient avant l'ouverture du Divan Orange, à l'époque où le Divan Orange avait un certificat d'occupation de restaurant. Donc il y avait un peu moins, on était un peu plus discret là-dessus, mais là, c'était quand même un enjeu, c'était les premiers enjeux du Divan Orange. Mon mandat pour la ville, c'était un peu dans ce contexte-là. Il y a le comité bruit du plateau qui a recommandé de faire un guide, qui a recommandé de mettre en place des solutions de médiation entre les résidents et les salles. On l'a fait, on a fait un guide, puis, le guide est disponible, chaque arrondissement l'a copié, ça c'est ça le guide est disponible et puis, vous pouvez le voir,
Et puis dans le diagnostic qui a été fait, en 2011, il y avait déjà tout ça comme recommandation. Et honnêtement, on pourrait reprendre l'essentiel des recommandations et en tout cas, ça tiendrait la route à les appliquer en 2024. La raison pour laquelle je parle de ça, c'était que c'était il y a 13 ans. Ça met en avant quand même le fait que même si on a les meilleures réglementations du monde ou les meilleures idées, à un moment, il y a des ressources limitées. Puis s'il n'y a pas une volonté politique forte, il y a rien il y a eu des efforts, mais il y a rien qui va être fait s'il n'y a pas une volonté. Je suis un peu optimiste ou naïf, mais j'ai l'impression quand même qu'on est quand même assez proche en 2024 de passer une étape supérieure. Vous voyez qu'en fait, les recommandations, elles impliquaient information, sensibilisation, un changement évident du règlement, certificat d'occupation, ça on en parlera un peu plus tard, et puis c'est un enjeu sur la protection de l'audition. 2015, c'est les fermetures des bobards, 2018, c'est le divan orange. Je vais encore un peu faire l'avocat du diable, mais à l'époque, en tout cas, pas pour le divan orange, mais c'est des salles qui opéraient pas avec un permis de salle de spectacle. Mais ça, je pense que vous savez déjà, c'est un des enjeux d'ailleurs, mais je pense que la majorité des salles, en tout cas, voilà, ça c'est aussi un des enjeux, je dis pas que, enfin, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour le divan orange, le divan orange, on citait énormément comme vraiment l'exemple de la salle qui a subi les plaintes de bruit. Je mettrai une petite nuance là-dessus. Je suis personnellement intervenu plusieurs fois. J'ai fait des mesures. À l'époque, je travaillais pour la ville. J'ai fait des mesures chez les plaignants. On essayait d'identifier les sources, travailler avec la salle. Même quand la salle est devenue une salle de spectacle, juste mentionner qu'à aucun moment, et puis ça, c'est pas la faute de la salle, c'est un peu la faute de la ville aussi, mais il y a aucune étude d'impact qui a été faite. Donc à aucun moment, en fait, le divan orange était vraiment conscient avec des données techniques et acoustiques finalement de son impact sur l'environnement. Elle était quand même dans un contexte réglementaire qui était très difficile à appliquer, on va en parler. Euh, mais c'est sûr qu'un autre aspect acoustique très pratique, il y a eu un moment où les logements qui étaient au-dessus étaient vidés et un logement finalement agissait comme un espace tampon ou réduisait le bruit qui se propageait, finalement a agi comme un résonateur et qui a augmenté le bruit de façon significative, de là à avoir finalement une augmentation des plaintes de la personne qui était au-dessus. Donc en fait, il y avait une explication acoustique à ça, une explication technique. Mais ce qui se passe aussi, et puis ça j'ai constaté, c'est que la gestion sonore du divan orange n'était pas irréprochable. Donc il n'y avait pas tous les outils mis en place, il n'y avait pas de limiteur, il n'y avait pas d'équaliseur, il n'y avait pas d'afficheur. Donc en fait, selon les journées, il y avait des niveaux sonores qui sortaient de la salle, qui variaient. Et ça aide clairement pas à gérer des problèmes de bruit. 2022, on a ce constat-là que j'avais noté, que je trouvais, en fait, qui était très, finalement, très en fait, très alarmiste. Puis je pense que c'est un des problèmes, c'est une des réalités. Mais finalement, c'est pour parler que, comme dans toutes les grandes villes, mais ça s'est appliqué à Montréal, la densification, la gentrification, la crise du logement et avec Covid, l'évolution des attentes et des exigences plus élevées par rapport au bruit qu'on entend chez nous. Alors, en parallèle, mais ça date depuis plus que 10 ans, les genres musicaux populaires qui ont plus de basses fréquences et des systèmes de sonorisation qui vraiment ont pris beaucoup plus de puissance. Alors, voilà. OK, je vais aller plus rapidement. Donc en 2022, il y a le service culture qui fait ce programme de subvention et en 2024, il y a la politique du nocturne avec potentiellement un projet pilote qui est annoncé pour les salles de spectacle. Règlement, vous le connaissez probablement aussi tous très bien, il y a le critère d'inaudibilité. Donc on ne peut pas entendre un bruit qui sort de votre salle. C'est très subjectif, difficilement applicable à la fois pour un expert comme nous. Donc nous, si on est mandaté par vous et vous nous dites je veux être conforme au règlement, ça va être très difficile d'utiliser des outils scientifiques pour vous dire vous pouvez l'appliquer, notamment en particulier parce que ça dépend de paramètres pour lesquels vous n'avez pas de contrôle. Le bruit de fond chez le voisin, moins il y a de bruit de fond chez le voisin, plus ils vont entendre le bruit qui se transmet chez eux, et donc plus vous allez devoir baisser pour qu'on n'entende pas le bruit. L'isolation du voisin aussi. Si le voisin il modifie quelque chose, il rajoute des éléments structuraux qui font qu'il y a plus de transmission, bah, finalement, vous n'êtes pas du tout responsable de ça. Donc, le corollaire, c'est que ça, il n'y a pas de limite objective, c'est très difficile on n'a pas de valeur. L'article 9.1, le critère de nobilité aussi, il est vraiment remis en question quand c'est un policier qui va appliquer, ou même finalement un technicien en contrôle du bruit de la ville ou la ville en général, puisqu'en fait, il va utiliser ses oreilles pour évaluer si oui ou non. Donc, il va utiliser sa capacité à entendre pour voir si oui ou non il entend le bruit. Alors, il y a vraiment plein d'arguments là-dessus contre ça. Notamment, en fait, est-ce qu'on a fait une évaluation des capacités auditives de cette personne-là? Et puis, en fait, c'est quoi son expertise à pouvoir faire ça? Alors,
les niveaux sonores à l'intérieur, alors ça, c'est un point que je trouve. Alors, pardon, avant de parler de ça, je veux juste dire aussi que le règlement. Alors, la procédure, donc effectivement, c'est le SPVM qui va venir, généralement. Il y a toute la façon dont la gestion des nuisances sonores, la gestion des plaintes est vraiment pas claire et pas mis en place dans une procédure. Donc, on a la police qui va venir la nuit, une application potentielle de l'arrondissement à travers son technicien en contrôle du bruit si vous êtes sur le plateau sur ou à Ville-Marie. Et en fait, c'est une gestion qui est plutôt de réponse aux plaintes. Et puis, on va générer des amendes et des constats, mais il n'y a pas une responsabilité du SPCM de faire un suivi, en fait, d'essayer de trouver une solution et d'apporter finalement tout un plan de match. Ça, c'est pas du tout dans le mandat du SPVM. Niveau sonore intérieur, ça c'est je ne sais pas si vous le savez, je serais curieux de savoir si vous connaissez cette norme-là, mais il y a une norme dans le règlement qui date de 1976 qui donne un niveau de bruit maximum à pas dépasser à l'intérieur des salles. Alors ça, c'est très peu connu, c'est pas respecté et c'est pas contrôlé par la ville non plus. Pour moi, c'est potentiellement une des solutions au, au problème, puisqu'en fait, ça va donner un certain niveau et en contrôlant et en forçant d'une certaine façon les salles à gérer ce niveau sonore-là, bah, ça gère aussi le niveau qui ressort. Très, très curieux d'entendre vos avis là-dessus. Vos ressources, procédures de la ville limitée, et ça c'est évident, le SPVM n'a pas le mandat vraiment, les agents de la SPVM s'occupent du bruit vraiment quand c'est à la fin de la liste des choses qu'ils ont à faire dans leur shift. Et les ressources techniques en acoustique sont quand même très limitées. J'ai mentionné 2 techniciens en contrôle du bruit, dont c'est pas forcément la responsabilité ni l'expertise de gérer les enjeux de bruit musicaux. L'essentiel de leur mandat, c'est sur du bruit, par exemple, du bruit d'équipement mécanique. On n'a aucune exigence d'isolation. Et puis alors ça va marcher dans les 2 sens. Ça va marcher quand vous demandez vous êtes une salle, vous voulez un certificat d'occupation, on va pas vérifier l'isolation de votre salle. De la même façon pour un permis de construction. Actuellement, on construit à côté d'une salle, on va pas avoir une exigence d'isolation. En tout cas, c'est pas très clair, c'est pas dans un règlement d'urbanisme. Il n'y a pas de valeur d'isolation demandée. Ça, c'est un vrai problème. Et mentionner que c'est ça, le fait d'avoir un certificat d'occupation salle de spectacle, ça vous garantit en rien le fait que vous avez une installation appropriée. Je pense que vous le savez déjà. Donc, l'article 9. L'article 10, c'est l'article justement avec des niveaux à pas dépasser. Donc, c'est 90 dBA, c'est quand même assez fort. Mesuré à 3 mètres de haut-parleur. Donc, ça correspond à peu près à une centaine de décibels. C'est à peu près 100 décibels. Là, c'est quand même des niveaux qu'on retrouve et qui sont très réalistes, en fait. C'est ça. Il y a un enjeu de cet article-là, c'est la protection de la santé auditive dans les salles, qui est un peu l'oublié en fait de ce débat-là. Quand je parlais du compromis, on avait le respect des voisins, la pérennité des salles. Dans les autres règlements internationaux qu'on voit, le 3, c'est la santé auditive des travailleurs et des spectateurs. Ça, c'est clairement pas encore dans le sujet de discussion et ce sera intéressant de voir si c'est un sujet que vous pensez qui doit être amené. Donc ça, c'est la tête du règlement de 1910 pour vous dire qu'on est vraiment sur des vieux règlements. Une analogie que je trouve, si je me permets, cette analogie automobile, on va dire, et s'il vous plaît, vous offusquez pas là, parce que je ne veux pas comparer votre salle de spectacle à une voiture, mais en fait, un peu quand même. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que, ben, en fait, c'est mon analyse là de la situation, c'est qu'on a, votre salle, c'est une voiture, vos salles, c'est des voitures. Le niveau sonore que vous générez, on va dire que c'est la vitesse. Et actuellement, en fait, on vous demande de conduire à une certaine vitesse. Alors, respecter une certaine réglementation de vitesse en sachant que bah, il y a pas vraiment, c'est pas très clair en fait, c'est quoi la vitesse à pas dépasser, parce que justement, c'est l'inaudibilité. Et la ville ou la police, elle n'a pas vraiment les moyens ni les connaissances pour mesurer, contrôler votre vitesse. Là, je ne sais pas non plus trop comment il faut faire. Et puis vous, de votre côté, bah, vous avez pas un compteur de vitesse. Donc il y a très peu de salles. Puis là, peut-être vous allez me contredire, mais de l'expérience, très peu de salles qui ont ce compteur-là de vitesse. Donc c'est cet afficheur qui indique en fait la sorte de preuve ou même une assurance du son que vous faites dans votre salle et puis finalement indirectement le son que vous allez transmettre euh, chez vos voisins. Alors, dans le règlement, il y a aussi cet article qui existe déjà, mais qui n'est pas du tout appliqué, qui dit qu'on ne peut pas délivrer un permis si les activités sont incompatibles aux exigences du règlement. Donc ça, c'est un règlement que la ville pourrait utiliser au moment de donner un certificat d'occupation en disant bah, prouvez-nous que c'est compatible. Ça pourrait aussi fonctionner, ce règlement-là, pour des permis de construction, hein. Encore une fois, ça marche dans les 2 sens. Actuellement, l'article 18, c'est de l'acoustique un peu basique.
C'est vraiment un règlement qui date de l'époque où le système de son, c'était des petites enceintes. Et ça disait, si vous avez un point de connexion, si vous êtes mitoyen, même juste un point de connexion avec un logement, vous ne pouvez pas être au salle de spectacle. En vrai, dans des logements structure bois, si vous êtes dans la même structure et que vous êtes au 3e étage et que la salle elle est au rez-de-chaussée, il va y avoir des problèmes de bruit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut amener un peu plus de rigueur technique dans cette vision très simpliste de l'acoustique qui dit que si vous n'êtes pas collé, ça devrait aller. Piste de solutions techniques. J'y suis presque, j'ai presque fini. Bon, je vais commencer d'abord par les solutions vraiment purement techniques qui concernent chaque salle, et puis après, je parlerai des pistes de solutions à la grandeur finalement, de la ville. En fait, comment on pourrait faire pour changer le règlement. Mais là, je vois d'abord plus des solutions détaillées, comment une salle peut mieux gérer ses nuisances. Alors, en amont, en fait, ça peut être fait avant ou en tout cas, soit au moment où vous intégrez une salle, mais là, toutes les salles qui sont ici, je pense que vous êtes déjà là. Donc, mais c'est en fait évaluer, c'est ça, cette étude d'impact, évaluer et prendre conscience de l'impact que vous avez en fonction du type d'activité qu'il va y avoir dans votre salle. Est-ce que c'est du son qui sort seulement par le système de sonorisation? Est-ce que c'est de la musique live? Quel va être l'impact de la musique live par rapport aux voisins d'un côté, par rapport aux voisins de l'autre côté? Et donc ça, c'est toute une procédure qui a été élaborée lors du mandat pour la subvention, pour les exigences techniques de la subvention, puisque la subvention, il donnait de l'argent pour faire une étude, il fallait un peu définir quel devrait être le contenu de cette étude-là. Et donc ça montre un peu tous les points qu'il faut faire et un peu la méthodologie où bah, on va mesurer les niveaux sonores à l'intérieur dans votre salle, on va mesurer les niveaux chez les voisins, puis on va évaluer l'isolement. Si c'est le critère d'inaudibilité qui s'applique, on va aussi faire des tests d'inaudibilité. Et ensuite, on va déterminer des niveaux maximum à pas dépasser dans votre salle en fonction du critère. Et puis, on va voir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour être conforme au règlement. Alors ça, c'est super, ça donne des données objectives sur l'isolement, ça permet de trouver des solutions. Donc, c'est ce que nous, on a besoin, ces données dont on a besoin pour aider, accompagner des salles à mettre en place des solutions. Il y a quand même des faiblesses à ça, c'est qu'à partir du moment où vous changez votre système de sonorisation ou même votre aménagement, potentiellement, il faut refaire l'étude. L'autre grosse faiblesse, c'est que si on utilise encore le critère d'inaudibilité, en fait, ça va dépendre du logement, j'ai mentionné déjà, du logement du voisin et d'autres paramètres, et notamment des critères un peu plus subjectifs. Une des faiblesses, c'est le coût que ça a, parce que les études, elles ont un coût. Et donc, il faut pouvoir se permettre de faire l'étude et ensuite, après, de mettre en place les solutions. Et les grosses contraintes, puis là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des contraintes aussi techniques et acoustiques en fait, la méthodologie, elle amène énormément d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes qui vont avoir un impact après sur le niveau sonore à laquelle vous aurez le droit de jouer. Donc, pour vous, c'est vraiment critique. À quel niveau je peux jouer? Et en fait, est-ce que je vais le bloquer dans certains aspects de ma programmation? Et en fait, à 4-5 dB près, nous, on a dans les acousticiens, les experts, on va avoir des incertitudes de mesure, des incertitudes qui vont être à peu près du même ordre de grandeur. Donc, les incertitudes, elles sont liées au type d'accrochage. Donc, si vous avez une future salle, vous demandez une étude d'impact, mais vous n'avez pas encore accroché vos systèmes de son, on ne va pas avoir la même idée que si c'est le système d'accrochage finalement final. Le type de signal qui est utilisé, donc en fait, quelle musique, en fonction de la musique qui va être utilisée pour faire le test, il va y avoir des résultats différents. Parce qu'en fait, la musique, selon comment elle est accordée, selon à quelle fréquence, finalement, sur quelle note elle est accordée, ou sur c'est quoi la gamme du morceau, il peut y avoir en fait des fréquences qui vont exciter plus ou moins la structure du bâtiment. Donc ça, c'est quand même assez problématique, où dépendamment de la musique référence du test, vous n'allez pas avoir le même résultat et pas le même niveau sonore maximum que vous aurez le droit de jouer. Et puis ensuite, après, pour les basses fréquences, il y a un gros enjeu de répétabilité des mesures, où en fait, pour les basses fréquences, dépendamment d'où on se place chez le voisin, on va avoir aussi des grosses variations. Ça, c'est lié à des effets acoustiques pour les basses fréquences. Et donc, il y a beaucoup de normes internationales où on ne va pas en dessous de 125 Hz. Donc, si vous êtes familier avec la notion de Hertz et basse fréquence, 125 Hz, c'est les basses fréquences, mais il y a une autre bande d'octaves en dessous qui c'est 63 Hz, qui finalement est énormément de contenu musical où il y a du 163 Hz, et on n'évalue pas cette basse fréquence-là, cette partie-là du spectre, parce que c'est pas assez finalement répétable en termes de mesure. Et pourtant, ça sort quand même de la salle. Ouais, je vous montre un exemple des mesures qu'on a fait dans une salle. Bon, là, en l'occurrence, c'était un bar, mais où en fait, on utilise dans la salle, on met une séquence musicale avec
en fait, c'est la même musique, c'est la même séquence sonore, une sorte de musique. En fait, elle est décalée à chaque fois d'un demi-ton. Donc finalement, c'est une séquence. Donc quand on est dans la salle en bleu, c'est à peu près toujours le même niveau. Donc ça, bleu, c'est mesuré dans la salle et en vert, c'est mesuré chez le voisin. Et en fait, il va y avoir certaines fréquences ou certaines séquences musicales qui sont accordées sur une certaine note où il va y avoir finalement une augmentation du niveau parce que la fréquence elle coïncide un peu avec la faiblesse de l'isolation de l'enveloppe. Et ça, c'est un des détails qui montre à quel point il y a quand même une variabilité, puis ça, c'est quand même important à prendre en compte. Et donc là, nous, on se rend compte pour la même séquence, bah, il va y avoir une fréquence où vous avez un énorme décalage. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est l'isolation pour chaque séquence musicale. Donc vous voyez il y a quand même une variation, mais pour les basses, pour une fréquence en particulier, il va y avoir une faiblesse qui fait que si vous jouez un morceau qui est accordé en mi, et ben hop, tout d'un coup, hop, vous avez seulement 30 dB d'isolation à 250 Hz. Donc 30 dB, ça veut dire que si vous jouez 90 dans votre salle, et ben ça va être 60 chez le voisin, puis là, il va l'entendre probablement. Bon, ça, c'est plus, je vais passer assez vite, mais en gros, il y a plusieurs façons de réduire, de faire du contrôle. Un contrôle acoustique, c'est par rapport à la source, c'est autour du système de son, quel type de système de son. Ça, c'est souvent quelque chose aussi qui est sous-évalué. On se focalise sur l'isolation, un peu moins sur les exigences. En fait, concevoir un système de son, pas forcément pour l'homogénéité de la salle, même si c'est important, mais aussi pour réduire les nuisances sonores. Il y a des experts en France, en Europe, qui sont spécialisés que sur ça, le réglage d'un système de son pour réduire les nuisances sonores, donc avoir des basses fréquences qui sont beaucoup plus directives, etc. Donc il y a toute une expertise autour de ça qui pourrait être, à mon avis, plus développée. Et ensuite, contrôle électronique à la source, des équaliseurs, des systèmes de mesure donc, qui font juste afficher, et puis après un limiteur acoustique qui est la bonne pratique dans beaucoup de pays européens, avec un micro qui va récupérer le niveau et qui après va contrôler le niveau qui sort du système de son. Ça, je pense pas. Le limiteur acoustique à un micro, moi, j'en ai pas vu encore dans une salle. Peut-être qu'il y a des salles qui l'ont. Je serais curieux de savoir s'il y en a, mais j'en ai pas encore vu à Montréal. Donc ça, c'est le limiteur acoustique qui est filé par un micro. Ce que vous voyez ici, c'est juste un afficheur. Donc c'est juste finalement un sonomètre qui donne une indication aux techniciens de son pour dire oui ou non, vous êtes au-dessus de la norme, vous dépassez. Il y a des dispositions constructives, mais je vais passer très vite aussi parce que c'est un peu moins en fait, c'est ça, c'est tout ce qui est architecture, comment améliorer l'isolation, traiter les points faibles. Alors ça, ça peut être, souvent, c'est quand même assez intense. C'est-à-dire que pour améliorer l'isolation, avec quelqu'un qui est au-dessus ou qui est dans le coin, il va falloir traiter le plafond et le mur à grandeur. Donc rajouter finalement un doublage, une paroi séparative supplémentaire. Le doublage, il faut que ça soit désolidarisé, donc on parle de choses qui coûtent très, très cher. Traiter les points faibles, ça coûte un petit peu moins cher. On va améliorer les fenêtres, on va gérer des problèmes d'étanchéité, par exemple, s'il y a des passages de canalisation, des conduits, etc. Tout ce qui est porte, voilà. C'est presque la fin. Correction acoustique, souvent une sorte de, pas un mythe, mais souvent on sous-entend que si on va mettre des velours ou des panneaux acoustiques dans la salle, il va y avoir un effet. C'est un effet indirect. Donc, mettre des panneaux dans une salle, ça augmente pas l'isolation et la capacité de l'enveloppe de contenir le son. Par contre, ça va améliorer le son à l'intérieur. Pour la musique live, ça peut être très pertinent, surtout sur la scène, parce que finalement, il y a un enjeu toujours de balancer l'instrument le plus bruyant qui va être la batterie avec les autres instruments. Si vous êtes capable de contenir ça, de façon générale, le son qui va sortir de la salle sera moins fort parce que vous avez un environnement à l'intérieur qui est plus contrôlé. Donc c'est quand même assez pertinent, mais c'est c'est moins significatif que de faire des travaux d'isolation. 3 dernières slides, j'ai un peu débordé. Bon, maintenant c'est les pistes de solution vers un nouveau règlement. Donc, c'est quoi les objectifs d'un nouveau règlement? Puisque ce que tout le monde demande, le consensus d'avoir un règlement avec des normes objectives. Et puis, idéalement, un agent de changement. Il faut que ça soit équitable quand même entre les salles et les riverains. Je mentionnais tout à l'heure, il faudrait que ça soit équitable dans un sens où les deux ils soient frustrés de la même façon. Ça, c'est mon avis là. Ensuite, facile à mettre en œuvre pour vous. Un niveau d'exigence idéalement. Donc, les critères qui vont être demandés, les exigences, les niveaux, pourquoi pas les donner en fonction des risques des nuisances sonores. Donc, une sorte de cas par cas, qu'il n'y ait pas une seule valeur fixe et que ça dépende vraiment des spécificités de chaque salle. Mais alors, comment on fait ça? Comment on fait ça pour mettre dans un règlement? Il faut que ça soit facile à spécifier, évaluer et à faire appliquer pour l'arrondissement parce qu'il y a des ressources limitées.
Et pour vous, pour les salles, en fait, s'assurer, parce qu'on passe de quelque chose de très strict à un nouveau règlement, comment on fait pour favoriser une transition entre le règlement existant et le nouveau règlement? Et pour pas que ça soit trop drastique, pour pas qu'il y ait des salles qui soient finalement pris avec un nouveau règlement. Donc, norme de bruit objective, ça, c'est tout ce que moi, je vais me poser comme question en tant qu'acousticien et quelqu'un qui a fait la revue de littérature de quasiment toutes les normes qui existent, enfin, pas toutes, mais beaucoup de normes sur le bruit musical. Quelles valeurs on veut utiliser? Quelle méthodologie il faut prévoir? Quelles exigences techniques on va demander aux salles? Donc ça, c'était par rapport à la gestion sonore. On va vous donner des niveaux sonores maximum à ne pas dépasser, il va falloir l'appliquer. Est-ce qu'il faut donner une isolation minimum? Est-ce qu'il faut qu'on demande aux salles de mesurer en continu ces niveaux-là? Et en fait, quelles seront les exigences? C'est ça les exigences. Quelle méthodologie on va donner pour vos salles? Donc vous allez devoir mettre une mesure en continu pour prouver que vous ne dépassez pas ce niveau sonore-là. Mais il va falloir bien régler ce sonomètre-là. Comment on va le vérifier? Qui le fait? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est un expert? Et finalement, de façon plus générale, comment la ville, elle va gérer les plaintes? Parce que même si on met ça en place et qu'il y a des objectifs, les gens auront le droit de faire des plaintes encore. Il faudra juste évaluer si tout le système qui a été mis en place, il fonctionne. Encore plus détaillé, où est-ce qu'on fait ces mesures? C'est des niveaux sonores à l'intérieur, à l'extérieur des salles? C'est des mesures chez les voisins, à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'on utilise le niveau d'émergence? Est-ce qu'on a un niveau d'isolation minimum? Ça, c'est des exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas du tout un consensus sur les niveaux d'émergence. Il y a 5 pays ici. 5 pays ont des façons, des métriques différentes de mesurer le niveau d'émergence. Donc, c'est pour vous montrer la complexité technique et acoustique de ce genre de discussion. Et que nous, finalement, on est à l'échelle de arrondissement Plateau, arrondissement Ville-Marie. Peut-être Rosemont un petit peu. Ça, c'est l'approche de Toronto. Toronto, eux, ils ont mis des valeurs en dBA, dBc, mesurées chez les voisins, ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, voilà. Ça, c'est la version un peu plus simplifiée qu'on pourrait avoir. Il y a un peu la notion d'émergence. On compare le bruit de fond. On a des niveaux à pas dépasser en dB, en dBc. Et puis, si les niveaux, ils dépassent, les niveaux de bruit de fond chez le voisin, ils dépassent ces niveaux-là, on prend le niveau de bruit de fond en référence. Il y a une autre approche que je trouve très pertinente qui existe depuis 20 ans aux Pays-Bas, c'est le fait d'identifier finalement chaque salle en fonction des niveaux sonores qu'ils vont générer et finalement catégoriser ces salles-là par rapport au niveau sonore. Et en fonction de cette catégorie-là, et finalement le fait qu'on accepte d'être dans cette braquette-là de niveau sonore, on va avoir des niveaux d'exigence un peu différents. Ça, c'est ce qui est fait aux Pays-Bas. Et puis, c'est ça, les exigences, en fonction de quoi on va les adapter, du niveau d'isolation, niveau que vous voulez générer, la puissance du système de sonorisation, de la fréquence des événements et de leur. Donc, en fonction de ces paramètres-là, est-ce qu'il ne faudrait pas des règlements différents? Et ma dernière slide, l'agent de changement. Alors, l'agent de changement, ça sous-entend tout ce que je viens de mentionner avant, surtout pour les normes de bruit. Donc, un agent de changement, il va pouvoir être mis en place à partir du moment où, en fait, on aura fixé et limité quel est le niveau sonore que la salle elle va générer et que ces niveaux sonores-là soient contrôlés. Donc, on va établir des niveaux sonores que la salle génère. Et puis après, la salle va s'engager à avoir ces niveaux sonores-là. Et à partir du moment-là, une fois que ces niveaux-là ils sont fixés, on pourra dire à un promoteur immobilier qui s'installe, voici les niveaux sonores, vous devez vous adapter à ça. Plusieurs aspects, plusieurs contraintes. Comme j'ai mentionné, c'est toujours plus simple de contrôler à la source. Donc en fait, probablement que parler de promoteurs qui vont améliorer les fenêtres ou la façade de son bâtiment, c'est un peu naïf, dans le sens où ça va coûter beaucoup plus cher de faire ça que de donner de l'argent à la salle pour mieux s'isoler à la source. Donc ça, c'est quand même des enjeux purement vraiment acoustiques, mais financiers, que ça serait plus pertinent pour le promoteur de donner de l'argent à la salle, d'améliorer son isolation, que finalement, à l'échelle entière d'un bâtiment qui est en face de la salle, améliorer et épaissir toutes les fenêtres. Ça marche donc seulement s'il y a des nouvelles normes objectives, seulement s'il y a des exigences de contrôle des niveaux sonores pour la salle. Puis ça, c'est une discussion qui sera intéressante à avoir avec vous. Et puis, voilà, comment on fait pour instaurer ces contrôles des niveaux sonores? Il y a des coûts, études d'impact, équipement. Ça marchera seulement, puis ça, c'est un point super important qui est indépendant de vous, ça marchera seulement, selon moi, avec une meilleure gouvernance de la ville. Donc, plus du tout avec le principe de gouvernance actuel de SPVM qui vient quand il y a une plainte et vraiment des ressources très limitées, puis une procédure qui n'est pas claire. Donc, il faut plus de ressources, plus d'efforts et plus d'engagement investis dans cette application. Vraiment, un règlement, c'est aussi bon que son application. Donc, on peut avoir le meilleur règlement du monde inspiré des meilleures villes. S'il n'y a pas de ressources, ça ne sert à rien. Le danger, puis je finirai là-dessus, ça va être la fin du statu quo. Donc, à partir du moment où on a un nouveau règlement qui est beaucoup plus clair,
le statu quo qui a créé des fermetures de salles à travers les 10 dernières années, il a aussi potentiellement profité à certaines salles. Parce que le processus de gestion des plaintes, il ne marche pas forcément très bien. La police, quand elle arrive, il est déjà trop tard. Donc, en arrêtant le statu quo, c'est quand même une décision très claire qui pourrait avoir un impact négatif sur certaines salles. Je vais finir sur un tout dernier point. Il y a quand même un enjeu politique là-dedans. Donc, vous représentez une des parties prenantes. Et effectivement, je pense que les salles de spectacle doivent pousser pour un changement. Et ça va être un avantage pour les salles d'avoir un nouveau règlement sur le bruit avec des mesures objectives. Juste un point, changer le règlement sur le bruit ou mettre une nouvelle politique sur le bruit, ça a des gains politiques très limités. En fait, il y a même des données, quand on mettait en place une politique de bruit, on augmentait les plaintes, parce qu'on en parlait. Et d'un point de vue politique, et puis vous n'êtes pas politicien, mais d'un point de vue politique, du point de vue de la ville ou des élus de la ville, c'est vraiment pas super attrayant de changer le règlement sur le bruit. C'est pour ça on n'a pas eu de changement de bruit depuis 40 ans. C'est parce que tout le monde va être plus ou moins frustré. Il n'y aura pas une solution parfaite. C'est un sujet très clivant, c'est très technique, c'est pas forcément euh, gagnant d'un point de vue politique et ça nécessite de rajouter des ressources. Donc ça, c'est mon constat un peu négatif ou pessimiste de continuer un peu à développer cet effort et cet engagement, puisqu'en fait, il y a quand même ultimement une volonté politique d'aller de l'avant et mettre plus de ressources. J'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention pour cette longue introduction. Et je m'excuse si j'ai un peu débordé. C'est pas grave. Merci, Romain. C'est vraiment super intéressant. C'est très dense comme présentation. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps ce matin parce que c'est vraiment méga intéressant. Puis euh, on voit, on voit vraiment à quel point tu as une expertise que moi, je n'ai pas, par exemple. Mais c'est toujours super intéressant de t'entendre. Avant de passer à la partie table ronde, est-ce qu'il y a des questions pour Romain? Je pense que Philippe, j'ai vu que tu avais un semi-question, semi-commentaire dans le chat. Je ne sais pas si tu voulais le poser de vive voix ou s'il y a d'autres questions sur la présentation de Romain. Moi, j'aurais une question en fait pour Romain. Oui, Salut. vas-y. Oui, merci beaucoup d'ailleurs pour la présentation. C'est super, vraiment des très belles informations. Euh, Au niveau, mettons, légal, là, on peut attendre peut-être, ce serait quoi l'échéancier pour dire qu'on a un nouveau règlement? Ouf. À quoi on peut s'attendre, mettons? Ah, moi, je ne peux vraiment pas répondre à ça. J'ai dit au début de la présentation en toute transparence que j'étais impliqué dans l'élaboration d'un projet pilote. Ça reste juste un projet pilote. Donc, je sais que le projet pilote, officiellement, il a été mentionné et que ça va se passer au printemps-automne. Faudra demander ça à la ville. Mais dans tous les cas, le projet pilote, puis je sais que le projet pilote, ça fait un peu grincer des dents parce que des projets pilotes, il y en a eu plein. Il y en a eu en 2011, là. C'est d'ailleurs ça que je mentionnais. Là, il y en a eu un il y a 13 ans, un différent quand même. La réalité, c'est que même si on fait abstraction des enjeux très techniques, moi, qui peuvent me hanter, ou je pourrais faire un sujet de doctorat là-dessus, même si on fixe très rapidement des normes et on se dit, bon, bah, c'est comme ça, dans tous les cas, il y aura pas, on va prendre ces valeurs-là. Il faut que ça passe à travers tout un processus. Il faut aussi réfléchir comment ce règlement-là il va être implémenté, parce que je ne l'ai même pas mentionné. J'aurais dû, c'est dans mes notes, mais on a un enjeu très, très, très typique montréalais, typique d'administration municipale, arrondissement versus ville-centre. Et actuellement, c'est les arrondissements qui gèrent. Enfin, il s'était marqué règlement sur bruit, c'est par arrondissement, mais en fait, c'est des problèmes qui finalement sont communs à Ville-Marie, Plateau-Rosemont. Le changement de gouvernance qui est pour moi clé, ça peut être aussi l'occasion de remettre en question, revoir comment le bruit le bruit des salles de spectacle va être géré. Et donc ça implique des décisions internes qui dépassent le simple fait de changer le règlement dans chaque arrondissement. Parce que oui, ça prend 3 mois de changer un règlement dans un arrondissement. Et à la rigueur, on peut peut-être faire une sorte tout le monde peut se mettre d'accord, les 3 arrondissements, ils le changent en même temps. Mais ce changement de gouvernance, et le changement finalement de procédure, qui va s'en occuper, qui va répondre à la plainte? Et ça prend pas un policier ou alors un policier expert en bruit. Mais idéalement, il n'y a pas beaucoup de policiers qui font police pour s'occuper du bruit, d'expérience, ça, pour en avoir côtoyé quelques-uns. Donc, pour répondre à ta question, ça peut prendre plusieurs mois. Mais il y a la question, est-ce qu'on changeait le règlement puis on n'a pas mis en place tout ce qui est autour, ou ça peut prendre, excuse-moi, pour changer le règlement, ça peut prendre plusieurs mois. Pour mettre en place quelque chose qui serait idéal,
On serait plus, à mon avis, en termes de au moins 1 an, là, minimum. Mais je veux pas me prononcer là, plus que ça, je sais Mais pas. dans ce cas-là, j'ai une sous-question. C'est-tu possible d'avoir le lien sur la loi municipale sur le bruit qui date de 1976 pour qu'on puisse aller le voir? Parce que honnêtement, je Ouais, il pense est qu'il y a caché. un C'est un peu comme tenancier si de... ouais, je sais. La ville, je sais pas si c'est consciemment ou pas, mais c'est un peu comme s'il faut vraiment chercher loin dans les archives pour le retrouver. C'est En fait, ça. c'est, j'ai une présentation entière sur l'historique du règlement sur le bruit. Je pourrais la mettre sur YouTube, mais en gros, le règlement avant était unifié à l'échelle de la ville, centre, enfin tous les arrondissements. Il y avait une ordonnance qui incluait justement le 98 décibels. Puis après, en 94, les arrondissements, chacun a eu son propre règlement, mais ils n'ont pas mis à jour les aspects techniques et les normes de bruit du règlement de la ville-centre. Donc vous avez un règlement qui est propre à l'arrondissement, qui évolue un petit peu au fur et à mesure. Il change le prix des amendes, il change les. Mais finalement, l'ordonnance 2, elle date de 1976 et elle est un peu cachée quelque part. Mais oui, le lien, je pourrais le partager, je pourrais le donner à John, puis les SMAC pourraient le mettre à disposition. Mais c'est quelque chose qui est difficile à lire et puis qui est finalement, ouais. Mais sinon, ce qui vous encadre à vous, c'est l'article 9.1 du règlement B3 de chaque arrondissement qui a été copié-collé à travers les années et qui dit juste pas inaudibilité, en fait. On ne peut pas entendre le bruit de la musique amplifiée. OK, parfait. Je Voilà. pense que ça peut être quand même un bon point. Tu sais, si jamais des gens qui sont victimes de plaintes de bruit, qui ont besoin de se défendre face à la police, si jamais ils ont un sonomètre, au moins ils pourraient se référer à ce règlement-là de la ville. Après ça, je ne sais pas comment c'est dit, c'est mesuré ou Mais quoi. non, justement, c'est ça, c'est pas mesuré. C'est ça le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de mesure, c'est l'audibilité. J'en ai pas parlé, mais en fait, la Cour supérieure en 88 a validé que les policiers, la Cour supérieure du Québec 88 valide que les policiers ont la capacité d'évaluer un bruit avec leurs oreilles. Donc ça, c'était comme une sorte de jugement. Puis après, ça c'est passionnant, mais passionnant c'est pour les nerds comme moi, là, mais en gros, c'est des bars à danseuses qui vont jusqu'à la Cour supérieure, Cour suprême du Canada, qui remettent en cause l'article 9.1 de la ville de Montréal en disant c'est une atteinte à ma liberté d'expression, j'ai le droit d'avoir de la musique amplifiée qui sort de chez moi, sachant que c'était une liberté d'expression qui était la musique du bar à danseuse. Donc c'est pas non plus parle pas de. Bon, voilà. Mais bon, soit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Cour suprême du Canada dit, dans un contexte où la ville a pas beaucoup de ressources et doit encadrer le bruit, on accepte le fait qu'on utilise cet article-là qui est quand même assez intense. L'inaudibilité, c'est intense. Et donc actuellement, un policier, s'il voit un système de son à l'extérieur, il pourrait dire enlevez-le parce qu'il y a un risque que vous puissiez jouer du son à l'extérieur. Ça, c'est encore notre débat, système de son à l'extérieur. Mais ça, c'est au Canada. En 2011, en Angleterre, jugement de la Cour suprême équivalente complètement inverse qui dit que c'est illégal d'avoir un règlement qui n'est pas applicable. Et donc finalement, en Angleterre, il y a un vrai débat sur les critères d'inaudibilité. Mais donc en fait, le débat, là on parle de jugement haute cour et vous allez vous retrouver en cour municipale avec un juge, honnêtement, qui n'est pas forcément sensibilisé aux enjeux, qui ne sait pas forcément ce que c'est un sonomètre. Et en fait, c'est comme un policier qui voit une voiture qui passe au rouge. Là, bah, j'ai entendu du bruit, donc c'est non conforme à l'article 9.1, puis ça s'arrête là, malheureusement. Voilà. Merci pour le détail. Donc, j'ai constaté en fait, je vous ai invité à poser vos questions, mais les gens qui ne sont pas panélistes ne peuvent pas prendre la parole. Donc, je vous inviterai à les écrire si vous en avez. Il y a déjà une question de Philippe Fournier que je vais lire. Sur le niveau maximum mesuré en continu dans les salles, est-ce que certaines façons de faire, notamment en France, pourraient être appliquées au Québec? Est-ce que de pouvoir voir le niveau en continu sur une affiche numérique, par exemple, pourrait aider à sensibiliser les individus au niveau du bruit auquel ils sont exposés? Mais ouais, je peux répondre à ça. Moi, vraiment, je serais très curieux après, juste pour pas. Je serais très curieux d'entendre l'avis de mettre justement ce genre d'équipement dans les salles, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus là, dans la discussion. Mais pour répondre à ça, effectivement, l'approche française, qui est où il y a l'objectif de la protection de l'audition, en fait. Donc déjà, en fait, en France, plus en termes de méthodologie, on mesure à l'endroit le plus près qu'une oreille peut aller près d'un système de son. Donc c'est vraiment, je vais à l'endroit où je pourrais mettre mon oreille, et puis c'est à cet endroit-là que je mesurais. Puis effectivement, c'est 105 décibels A, qui correspond plus ou moins à la norme montréalaise qui dit 98 décibels. Donc c'est moins, mais c'est à 3 mètres des enceintes. Donc dépendamment, en tout cas, c'est dans le même ordre de grandeur. Oui, c'est quelque chose qui serait. Donc déjà,
moi, je pense qu'on a déjà une norme qui existe, mais qui n'est pas appliquée. Après, pour l'affichage, c'est évident. C'est évident que ça va permettre de... En fait, juste régler cet affichage-là, ça implique de faire une étude d'impact, ça implique de faire des mesures. Donc, ça sensibilise la salle, ça met des outils, ça sensibilise l'équipe technique, le technicien de son. Ça, je pense que ce serait très pertinent. La question, c'est est-ce qu'on force toutes les salles, comme il y a eu au décret français en 98. En 98, il y a un décret à l'échelle de la France. Ils ont dit toutes les salles à partir de maintenant doivent avoir un affichage et doivent avoir une étude d'impact. Et c'est vraiment comme forcer tout le monde à le faire et forcer aussi finalement profiter du fait qu'il va y avoir une économie autour de ça, une expertise. C'est beaucoup plus difficile de penser à ça à l'échelle montréalaise où on a moins de salles et on va vous demander de sortir, je sais pas moi, 10 000 dollars juste pour ça, alors que le but c'est de vous aider quand même ultimement, là. Voilà. Merci. Donc, j'ai plusieurs questions pour vous, Xavier, Josh, Sébastien, Moreau et Malik. Donc, premièrement, avez-vous déjà eu des plaintes, des problèmes avec votre voisinage? Puis et si oui, comment avez-vous réglé? Est-ce que ça a été réglé? Et si oui, comment? En fait, si je peux me permettre de commencer la réponse. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, nous, c'est des nouveaux locataires qui sont. Il y a un condo locatif juste derrière notre établissement. Puis c'est des nouveaux locataires qui nous textent souvent ou nous appellent pour nous dire que il est telle heure, il faudrait baisser le volume. Mais on a un bon rapport pour l'instant avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore rendus à appeler la police. Ils nous contactent directement, fait qu'on a un rapport de conversation avec eux. On essaie de faire attention à ce côté-là. Mais étant donné que beaucoup de changements dans la location du condo derrière nous, euh, on a toujours peur qu'on tombe sur quelqu'un finalement de plus zélé qui va carrément passer directement par la ville pour nous faire cesser une telle soirée que, mettons, on a un DJ night ou on a un artiste qu'on a invité que finalement que va falloir arrêter le concert, là. Fait que c'est vraiment du cas par cas avec nous, là. Mais pour l'instant, ça se passe bien avec les nouveaux locataires. Fait que voilà. OK. Est-ce que vous m'entendez, c'est Moreau de la CAD de Popolo? Oui, on t'entend. OK. Ben, ici, à la CASA, je suis ici depuis 24 ans et ben, presque chacun ou chaque mois, il y a quelqu'un de nouveau qui vient déménager proche de nous. Alors, on a des plaintes de bruit annuelles chaque mois, mensuelles. Nous, ben moi, je dois continuer à parler avec mes voisins. Je pense que tout le monde le comprend que c'est très important d'avoir une communication qui est ouverte avec ses voisins parce que ça, c'est la seule façon de vraiment corriger ou d'arrêter les plaintes de bruit. Et puis, c'est la même chose à la Sala Rossa, on est là depuis 23 ans. On a même chose, toujours des nouveaux voisins qui viennent chez nous et c'est la même chose, ils nous écrivent des courriels ou ils m'appellent directement et j'ouvre une conversation avec eux et on essaie de corriger les problèmes. Mais c'est sûr que c'est pas facile des fois. OK, donc en gros, vous passez par la médiation avec vos voisins. Oui, pour moi, ça c'est où je commence. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire comme propriétaire de salle de spectacle. OK. Est-ce que Moi, c'est la même chose. La même chose pour moi, pour tout le monde, je pense, là. la même chose dans le sens où, oui, vous avez des problèmes de voisinage, mais vous gérez directement avec les personnes concernées? Ouais, le plus possible. Mhm. Puis est-ce que Ça vous avez change, on est décidé. est-ce que vous est-ce que Ça vous avez dépend pardon, vas-y. du mode du décalage. Ouais. Je dis, ben, ça dépend toujours, on dépend toujours
du bon vouloir des nouveaux voisins, là. Mhm. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui fait en sorte que euh, le son leur dérange? Comme est-ce que vous arrivez à voir euh, les causes acoustiques du Nous, dérangement? nous, on a, nous, on a fait venir, en fait, un acousticien qui est justement la personne qui a créé nos speakers. Donc, on a fait une analyse de la salle, du traitement acoustique dans la salle. Puis, il est venu, il a pas fait une analyse complète acoustique de l'impact chez les voisins parce que ça nous aurait coûté vraiment trop cher. Puis, c'était tout, ça aurait tout été de notre poche, là. On a voulu justement proposer que les voisins participent, mais ils n'ont pas voulu, là. C'était un peu vraiment comme c'est notre responsabilité. Mais tu sais, oui, on sait, tu sais, on connaît les causes, en fait, là, du problème acoustique. Les voisins immédiats. Dans le fond, la bâtisse a été refaite presque au complet chez les voisins. Puis, lors de la construction, on a vraiment averti le- l'entrepreneur de travailler avec un acousticien pour pouvoir bien concevoir la bâtisse. Puis le gars, il disait oui, oui, mais finalement, il a fait ça tout croche. Il a mis des barres résilientes, mais il l'a pas bien conçu. Tu sais, il l'a fait sans avoir, mettons, quelqu'un, justement, un professionnel pour le guider dans sa démarche. Puis, ce que ça fait, c'est que ils ont même des problèmes à l'interne au niveau sonore. Tu sais, genre, le système d'aération, de ventilation d'un des voisins est trop fort pour l'autre. Donc, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est une mauvaise conception à la base de la bâtisse. Pas Mhm. nécessairement parce que nous, on est trop fort ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'on n'a pas notre part de responsabilité, mais nous, on a quand même fait, on a travaillé sur la source. On a enlevé toutes les basses fréquences en dessous de 35 dB. Pas de 35 dB, 35 Hz. Tu sais, on a padé on a un traitement acoustique déjà dans la salle à l'interne, donc comme un impact indirect. Et on a fait des travaux à l'intérieur de la bâtisse pour diminuer, dans le fond, l'impact chez les voisins, tu sais, au niveau du mur du voisin. Euh, on a, tu sais, on a conçu un genre de mur de son. Euh, on s'est fait des panneaux des panneaux de sable, en fait, pour réduire l'impact de la base chez les voisins. On a mis de la laine, on a fait une barre résiliente, on a fait beaucoup, là. On a même mis padding sur nos beams de métal euh, pour diminuer les hautes fréquences, là. Les voix, en fait. Avec c'est un matériel qu'on sert pour faire de la toiture, là. C'est goudronné. Puis, ben, c'est ça, c'est notre acousticien qui nous donnait des trucs. Anyway, fait qu'on a fait beaucoup, on a investi beaucoup, puis il y a quand même, il y a toujours quelque chose, là. Tu sais, on pourra pas tout éviter, surtout si l'autre bâtisse est mal conçue, là, à la base. Mhm. Puis est-ce que Mauro et Josh, vous avez comme est-ce que vous avez une compréhension du pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme toujours les mêmes voisins qui se plaignent? Puis si oui, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui pourrait être fait pour atténuer le, la- le problème? Ouais, Moi, ben, oui. tout serait, Allez-y, Josh. ben, simplement tout, oui, mais tout serait fait simplement avec de l'investissement en argent.
C'est toujours une question d'insonorisation, puis de changer la fenêtre, puis faire un meilleur traitement pour la canalisation. Fait que ça serait ça la solution, mais pour l'instant, c'est pas réaliste pour nous. C'est ça, pour moi, il y a toujours euh, l'insonorisation que je continue à faire, changement des forces, changement de fenêtre, ça fait ça. Mais il y a aussi le fait que les voisins, des fois, ils veulent juste d'être entendus, disant qu'ils veulent au moins que les propriétaires de salles savent qu'il y a quelqu'un qui habite à côté ou proche de la salle et qu'ils ont un problème avec le bruit qui sort de la salle. Alors, des fois, c'est juste simplement de parler avec eux et puis de les expliquer qu'un samedi soir, il va y avoir un spectacle un peu trop très fort ou un lundi soir, on va avoir un autre spectacle où il y a une soirée dansante qui va aller jusqu'à 3 heures le matin. Et des fois, ils sont très contents d'entendre ça et de savoir que moi, je suis avec eux, je comprends qu'il y a un problème et j'essaie de corriger le problème, de les aider à vivre avec nous. Oh, OK, donc pour toi, c'est en grande partie une question de gérer les attentes, puis d'avoir une discussion en continu. Oui, absolument. Et aussi pour les voisins qui sont là plutôt transients, disant qu'ils sont des étudiants qui restent là juste pour 6 mois ou, ou quelques semaines, ils habitent dans un Airbnb, par exemple, aussi. Ils sont pas pour trop longtemps. Alors, des fois, c'est juste quelque chose que tu dois gérer pour quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est sûr que ça devient fatigant parce que je deviens plutôt gérant de bruit que gérant de salle. Ouais. Ouais. Est-ce que comme on est en consultation autour de la nouvelle politique de la vie nocturne de la ville de Montréal, qui va, on espère, éventuellement sortir après la période de consultation. Est-ce que vous voyez des pistes de solutions pour vos situations précisément? John, Sébastien Lescagriffe. Tu m'entends, c'est correct? Salut. Hey, Oui, je vais oui. juste, j'ai pas fait, vu que c'est une discussion, là, j'ai pas parlé de notre situation encore. Là. Nous, on est chanceux, mais dans le sens qu'on a fait des travaux d'agrandissement là, en 2016 à 2017 là, pour joindre 2 locales ensemble, puis on a dû passer par un PPU, le programme particulier d'urbanisme. Donc, j'ai dû lire à peu près 375 fois le guide de M. Dumoulin pour l'apprendre par cœur. On a fait, quand on a construit, on a dû présenter une étude de bruit à la ville qui a été faite intérieur et extérieur de mes voisins. Et puis, j'ai dû faire signer des lettres d'entente de mes voisins immédiats, comme quoi les futurs ou les futures occupations des nouveaux locaux, parce que je jumelais 2 locales ensemble, ça leur dérangeait pas. Fait que, tout ça, c'était beaucoup, beaucoup de frais sans qu'on sache nécessairement si ça avait fonctionné. Là. Puis là, il y avait les questions des portes avec des sas d'entrée. Là, fait que double porte à l'entrée et à la sortie. Fait qu'on a comme construit quand même le local en pensant à ça. Là, fait qu'on est quasiment c'est un gros mot, là, mais on est presque aux normes du guide de la ville. Là. Puis ça, c'était une des conditions de la ville de dire oui à l'agrandissement. On a comme une chance là, qu'on a aussi tous nos voisins immédiats sont commerciaux, que les voisins résidentiels sont le plus proche, c'est à l'arrière par la ruelle. Puis là, on a comme un espace qui est comme une ruelle, le garage. On est quand même très loin, mais on a quand même des soucis de bruit quand même des fois. Ça va dépendre vraiment de la sensibilité des voisins. Tu sais, je veux dire, on fait
des niveaux sonores assez élevés, puis des fois, c'est seulement la fan du frigo qui est extérieur ou la fan de la clim qui a des plaintes. Des fois, tu es comme, ben là, à quel point vous êtes sensible par rapport à ça, là. C'est tout le temps ça, puis on finit toujours par être l'espèce de gros méchant loup qui attaque les brebis, là, même si c'est pas le cas nécessairement. Nous, pour mes voisins immédiats commerciaux, ils ferment à 5 heures, fait que ça aide, mais si on a des soundchecks ou des activités après-midi, j'ai déjà négocié avec eux des heures qu'on n'a pas le droit de dépasser ou de 3 à 4, laisse-moi une heure, puis après ça, avant ça ou après ça. Déjà, ils savent l'attente, le fait de ne pas être devant l'inconnu, le fait de savoir, comme Maro disait, de dire hey, écoute, demain, on va dans un soundcheck de 2 à 3. La personne sait, tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer. On enlève l'inconnu, on enlève l'anxiété de l'inconnu, puis là, les gens savent que à 3, c'est fini, on n'en parle plus. Nous, il faut respecter ça aussi, là, sinon on vient briser le lien de confiance. Mais au moins, juste en sachant ça, là, ça donne beaucoup plus de. Ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre de bruit. Mhm. En enlevant l'anxiété du voisin, dire hey, telle journée, c'est ça qui va se passer. Puis ça libère aussi un canal de communication, comme tout le monde fait un peu. Donc, à chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Mhm. Ouais, donc ça passe quand même par un travail de médiation avec le C'est voisin. ça reste tout le temps, les canaux, il faut tout le temps qu'ils soient ouverts. Presque une fois par semaine, je vais voir mes voisins. Mhm. Hey, il va se passer ça, ça tu bien été. Qu'est-ce que c'était? Juste pour être sûr que maybe I look like I care. Ou I care, I don't know. Je sais pas lequel des deux, mais au moins ça facilite le truc. Ouais, ouais. C'est sûr que pour nous, c'est sûr que l'idéal dans tout ça, c'est de trouver une façon d'avoir comme une espèce de une accréditation de la ville là, qui règle le problème de, je veux dire, on répond à telle norme, puis on est, niveau sonore, on est équipé pour ça. Fait que là, les gens s'enlèvent aussi de notre part un stress de toujours avoir une police qui arrive puis qui décide qui entend beaucoup de bruit ou qui entend pas beaucoup de bruit puis qui décide que ben, lui, il aime ça le punk, fait que là, c'est correct, tu sais, puis il aime pas le rockabilly, puis il décide que c'est pas correct. Tu sais. Il y a ça aussi. Mhm. Puis donc, est-ce que vous voyez, tu sais, parce que on est en période de consultation autour d'une nouvelle politique, est-ce que vous voyez des pistes de solutions? Romain, on a parlé quand même euh, plusieurs, puis nous aussi, dans notre mémoire pour la ville, on va faire certaines recommandations, mais tu sais, vous, en étant sur le terrain, puis en le vivant, est-ce que vous voyez des mesures qui pourraient atténuer vos problèmes? Allô? Ouais. Ouais. Ben, moi, j'arrête pas de répéter que, tu sais, je suis pas, en fait, je suis pas vraiment d'accord avec Romain quand il dit les deux doivent être perdants, là. Je pense que, tu sais, je pense que l'idéal, ça serait de comprendre c'est quoi que Montréal, qu'est-ce que la ville veut, en fait, là. Si elle promouvoit Montréal comme une ville culturelle, ben, il faut qu'elle agisse en conséquence. Puis ça vient avec des moyens, tu sais. Fait que il faut que pour pouvoir remplir les objectifs de Montréal, de développer son côté culturel et touristique, etc., ben, va falloir qu'il y ait une certaine tolérance. On peut pas se permettre de fermer les salles parce qu'il y a une mauvaise gestion du bruit. Je pense que on a une part de responsabilité à ce niveau-là, c'est clair, sauf que en même temps, la réalité des salles de spectacle ou même des bars à Montréal ou de la restauration en général, quelqu'un qui se lance en entreprise pour essayer de développer une business culturelle, ben, euh, elle est extrêmement difficile. C'est pas la business la plus lucrative. Fait que s'il faut en plus, s'il faut en plus investir pour amenuire les plaintes de bruit parce qu'il n'y a pas de cadre, ben, ça marche pas. Je pense que comme déjà juste d'ouvrir et d'investir des centaines de milliers de dollars
pour pouvoir faire que ta business elle fonctionne puis elle survive, c'est quelque chose de gros. Fait que, tu sais, je pense qu'il devrait avoir faut que la ville décide d'aller dans la direction d'aller dans une direction. Si on est une ville culturelle, ben qu'elle agisse, qu'elle investisse, qu'elle nous aide à l'encadrement de notre business. Donc, si on est dans une zone commerciale, selon moi, même si c'est mixte, mettons, il y a des rues comme Saint-Denis, comme Mont-Royal, comme Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Hubert, c'est des rues commerciales. Il peut y avoir des résidents, mais ces rues-là devraient être protégées au niveau commercial. Si tu t'en vas dans un quartier résidentiel, puis qu'il y a un bar sur le coin de la rue, mettons le Miss Villeray, ben, je comprends que les résidents doivent avoir un plus gros mot à dire par rapport au bruit. À la base, ça, selon moi, ça devrait être quelque chose qui devrait être pris en compte dans la réglementation. Il devrait y avoir une genre de dérogation pour les artères, excuse-moi, les artères commerciales. Puis l'autre chose, c'est au niveau du niveau sonore, le dB, d'avoir un niveau sonore X qui fait que c'est ça. Comprendre, par contre, c'est compliqué parce que, dépendamment du type de musique, les niveaux sonores peuvent être les mêmes, mais ça va pas avoir le même impact chez les voisins par rapport au bass, au niveau de l'isolation, etc. Fait que ça, c'est quand même, tu sais, ça sera jamais parfait, là, même s'il y a comme, mettons, un dB à 100, tu sais, la limite serait à 100 dBA, mettons. Je pense que ça sera jamais parfait. Il y aura toujours quand même des plaintes, là, des trucs comme ça. Mais pour moi, ouais, je pense que c'est vraiment d'encadrer les acteurs commerciaux puis essayer d'avoir une certaine protection parce que en ce moment, ça relève juste du policier puis des résidents. Nous, on n'a aucun mot à dire. Puis c'est quand même chiant. Fait que, tu sais, oui, tu peux être gentil avec les voisins. Moi, on a été super courtois, puis ça nous sauve. Mais, tu sais, c'est de notre propre volonté parce qu'on veut sauver la business. C'est genre, si moindrement que notre voisin a pas une bonne, a pas a une mauvaise foi, il décide que on est sa nuance, on est nuisant à sa liberté, ben, on sera en proie de toujours avoir des plaintes de bruit. Tu sais, je parle pas pour nous, moi personnellement, je parle en général à la ville. Là, tu sais, puis ça, c'est vraiment dommage parce que ça fait que, tu sais, même si le divan orange avait, mettons, une mauvaise gestion ou quoi que ce soit, ça reste que c'est le divan orange, puis ça reste qu'il y avait plein d'artistes qui allaient là et qui développaient une scène, puis on a perdu cette salle-là. Tu sais. Fait qu'il faut regarder aussi le big picture puis dire, bon, ben, c'est quoi la direction? C'est tout. Mhm. Mais donc, tu serais en faveur de l'établissement de zones de, euh, de zones d'effervescence nocturne, par exemple, où les règlements seraient différents que dans Ouais. le reste du territoire. Ben oui, définitivement. Je pense que les zones devraient être applicables selon la structure de Montréal actuelle. Tu sais, je pense que on devrait se baser sur ce qu'on a déjà maintenant. Puis, oui, il va y avoir des gens qui vont être frustrés, mais en même temps, il va y avoir plein de gens qui vont être soulagés. Je pense que c'est pas, pour ça que je dis, c'est pas juste perdant-perdant, là. Je pense que il va en avoir pour tout le monde. Si c'est mieux encadré, je pense qu'on va tous être gagnants sur le long terme, là. Sur le Mhm. court terme, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont être fâchés et tout, mais tu sais, ça se recadre. Avant le COVID, il y avait des plaintes de bruit et tout, mais à- quand le COVID est arrivé, il n'y a plus de bruit du tout. Puis quand on a recommencé, là, c'était pas le même niveau de plainte. Les gens ils se plaignaient beaucoup plus pour moins. Ça veut dire que les gens, on s'adapte au son. Tu sais, si tu vas en Nouvelle-Orléans, là, le bruit est omniprésent, c'est partout, puis c'est assumé. Il y a des gens qui vont se plaindre, c'est sûr. Sauf que
ils ont pas la même tolérance qu'à Montréal ou que n'importe quelle autre ville. Il y a manière d'encadrer ça, puis de s'assumer, si on veut, pas être hypocrite, puis dire que Montréal, on est une ville culturelle, mais finalement, on ferme tous nos bars parce que on sait pas comment gérer notre bruit. Tu sais, ça fait aucun sens. Mhm. Puis c'est intéressant parce que toutes les 5 salles qu'on a dans la discussion sont situées soit sur la place de Saint-Hubert, sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent. Donc, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Ben, c'est sûr, moi, je veux seconder, en fait, Malik, là-dessus. Si on n'a pas une loi qui est très claire pour encadrer le bruit, tu sais, ça ne sert à rien d'aller plus loin, puis même de dire, hey, on ouvre-tu les commerces jusqu'à 6 heures du matin, puis faire encore plus de bruit plus longtemps. On n'est même pas capable de la gérer jusqu'à 3 heures du matin. C'est complètement absurde, tu sais, puis de dire à un policier qui peut lui interpréter le bruit, sachant que la personnalité du policier peut influencer son analyse, puis aussi que les plaignants, en fait, qui font des plaintes de bruit, eux peuvent le faire à répétition avec aucune conséquence. À un moment donné, c'est comme si tu dis, garde, ça fait 20 fois que tu appelles, la police, elle se déplace, elle te dit que c'est correct, qu'ils sont, tu sais, dans leurs droits, à un moment donné, est-ce que cette personne-là peut recevoir elle aussi une amende? Tu sais, je veux dire, c'est comme, ça peut aller dans les deux bords. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, si l'autre n'a jamais de risque, puis le tenancier ou les propriétaires de bars ou de salles de spectacle sont tout le temps un peu au qui-vive, puis à se dire, hey, je vais me faire attaquer par un voisin avec qui je ne vais peut-être pas m'entendre. Tu ne peux pas, genre, investir autant de temps de ta vie en étant victime après ça d'un truc juste parce que ça a été mal géré à la base par la ville, tu sais. En tout cas, moi, c'est mon point personnel, c'est arriver avec une loi rapidement, encadrer-la rapidement, puis réinjecter de l'argent pour les salles de spectacle et les bars et tout ceux qui en ont besoin pour mieux s'isoler au niveau de la structure, puis avoir plus d'instruments, d'équipements pour pouvoir être dans ce cadre-là. Puis à la limite, je ne sais pas, moi, tu sais, développer une application pour ceux qui veulent faire des plaintes, qui puissent mesurer se familiariser avec l'idée de c'est quoi le bruit, comment c'est mesuré avec une échelle de dB, qui puisse au moins se dire, hey, tu sais, j'étais à 30 dB finalement chez moi, ben ça n'a pas de sens, je ne vais jamais appeler, tu sais. Mais il n'y a même pas cette discussion-là non plus qui est là. Je pense que si ça va du bord des salles, il faudrait que ça aille aussi du bord des plaignants. Tu sais. Il faudrait trouver une façon, en tout cas, de trouver un terrain où ça se joue à deux, là, tu sais. Ce serait ça mon point, là. Ouais, c'est vrai qu'au fil des années, on a vu beaucoup bon, on peut l'appeler du harcèlement, beaucoup de citoyens qui voulaient juste faire fermer un lieu parce qu'ils n'aimaient pas le fait d'être à côté d'une salle de spectacle. Donc, je pense que dans le cas du Divan Orange, il y avait, ben, Romain, tu te souviens peut-être, mais il y avait, je pense, un 75 ou un 80 plaintes venant Ouais, de la même moi, personne. dans mes notes, c'est 88. Ouais. OK. Mais je sais pas une compétition, je sais peut-être, j'ai pas vérifié exactement. Puis ça, c'est des données publiques. Peut-être on pourrait demander à la ville sous demande d'information là. Mais ouais, c'était énormément de places. Et puis ça, c'était, enfin, le cas du Divan Orange, enfin, il y avait potentiellement une exagération où en tout cas, il y avait des plaintes il y avait des plaintes au moment des balances, par exemple. C'était OK. rendu, c'était même plus pendant les spectacles. Je veux juste faire un commentaire. Idéalement, en fait, c'est les règlements, les normes objectives qui sont implémentées dans les villes ou dans les pays dans le monde vont assurer, en fait, là, ce que a mentionné Xavier, là, d'avoir des mesures en continu. Justement, ça empêche ça. À partir du moment où il y a une mise en place, il y a un contrôle des niveaux sonores à la source, et ce contrôle-là, il a été fait basé sur une étude. On enlève toute cette analyse-là complexe, même d'aller écouter, c'est fixé. En fait, l'évaluation de la plainte, elle se fait beaucoup plus rapidement et elle consiste juste à vérifier si le système qui est mis en place, il fonctionne bien. Par contre, ça vient avec quand même beaucoup de contraintes. Puis moi, c'est ça, une des questions que je me pose, c'est donc notamment en France où en fait on va mettre un limiteur et en fait là, s'il y a une plainte, la police fait juste regarder si le limiteur il fonctionne et il y a un niveau qui affiche et puis si tout fonctionne, c'est bon. Oui, il peut se plaindre, mais il y a même le gérant de salle est même pas, limite, il n'a pas besoin d'intervenir, donc il est beaucoup plus libre. Par contre, ça vient avec ce désavantage-là de mettre en place quelque chose de très lourd, un limiteur que je pense pas qui est adapté au contexte montréalais. Et, euh, et donc, moi, c'est un peu ça ma question, c'est on peut mettre des normes de bruit, mais à quel point on peut venir
dans vos salles, mettre un mouchard, entre guillemets, ou quelque chose. Si c'est pas un limiteur qui physiquement réduit le son, c'est quelque chose qui va au moins documenter, qui permet que est-ce que vous accepterez que la ville puisse avoir accès à ces données-là et en fait analyser votre gestion à travers d'un outil qui serait géré par vous, mais là vous imaginez les enjeux légaux, que si c'est géré par vous, parce que par exemple en France c'est un casier qui est scellé, il y a plein de façons de bypasser le micro, etc. Je veux dire, on peut être très créatif sur ça, mais il y a eu quand même d'énormes contraintes qui ont été remises en question au moment où ils ont mis en application le décret. Il y a des petites salles qui ont fermé. Et moi, c'est un peu là où je vois la grande image, c'est que euh, si on part du principe que ceux qui vont être pénalisés, ça va être les voisins les plus proches des artères commerciales, parce qu'au final, c'est pas tant de logements que ça, et que la contribution de vos salles à l'échelle de la ville, elle est plus importante. euh, il y a quand même potentiellement des salles qui vont aussi être pénalisées. Moi, je pense. Parce qu'il y a des salles qui sont actuellement dans des environnements qui sont incompatibles. Donc, c'est le quid des salles existantes. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a les salles existantes, comment on fait. Et puis après, il y a les futures salles, éviter des futurs logements à côté des salles existantes, éviter que des futures salles aient des permis, des certificats d'occupation, alors que dès le début, on pourrait dire que c'est incompatible. Ça, c'est, on va dire, proactif pour le futur. Mais qu'est-ce qu'on fait des salles existantes? Est-ce qu'on est prêt à la fois pénaliser des logements? Bon, ça, je pense que oui, ça serait possible. Mais est-ce qu'il y a peut-être des salles là, il y a quelques salles ça va pas passer, ou par exemple, ça va affecter votre programmation. Euh, euh, et ça, c'est les contraintes techniques qui vont avoir un impact sur la programmation. La musique live, enfin, je veux dire, il y a eu un sujet de maîtrise juste là-dessus sur l'effet du décret français dans la scène alternative parisienne, où en fait, il y a plein de petites salles alternatives, surtout la musique alternative, musique live, qui a subi ça parce que c'est beaucoup plus difficile à contrôler un live band que un DJ, enfin qu'un système de son où tout sort du système de son. Et ça, c'est un peu, on n'aura pas la réponse à ça. Donc, moi, mon analyse un peu pessimiste, c'est qu'il va quand même y avoir un peu de frustration des deux côtés. Puis là, je comprends que de votre côté, du point de vue des salles, il y a quand même une volonté. Enfin, je veux dire, c'est plus pour pousser. Puis l'idée d'avoir un zonage, c'est pertinent, mais il faut se rappeler que c'est un zonage très local. Moi, j'ai un peu du mal avec ces concepts-là parce que c'est ce que j'ai mentionné au début. Ça fait un peu enfin, le concept d'un no man's land autour de quoi? Des deux rues de chaque côté. On n'a pas le droit d'avoir, mais je veux dire, c'est les artères que vous mentionnez. On est sur Clark ou on est sur Saint-Dominique. Tout de suite, c'est du résidentiel. Je veux dire, c'est quand même assez limité les espaces. On n'est pas c'est pas des quartiers entiers là. C'est vraiment, ça se joue à 5 mètres. Donc finalement, pour moi, c'est plus du cas Mais, par cas que vraiment identifier un zonage. Mais c'est un bon débat, hein, à voir. en fait, je réappliquerais là-dessus. Tu sais, je suis allé très large quand je parlais du zonage, mais il y a une manière d'y aller précis, justement. Tu sais, mettons Clark, Saint-Dominique, des rues comme ça qui sont des rues résidentielles. Je pense qu'il y aurait manière de parler des nouvelles constructions. Mettons, si tu fais des nouvelles constructions sur cette rue-là, mais tu as une norme de construction, une norme acoustique. Ouais, Et à partir de là, on va arriver quelque part. Parce que là, en ce moment, présentement, sur Saint-Hubert, ce qu'on voit, c'est qu'ils reconvertissent des bâtiments commerciaux pour faire des condos. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus. J'ai été à la ville me plaindre du fait que on est sur Saint-Hubert. Ils voulaient concentrer les commerces nuisibles, qu'ils disent, sur les artères commerciales, mais en même temps, ils vont permettre de changer le type de zonage pour avoir des résidences sur Saint-Hubert. Quand on ouais, est c'est un comme, problème. Ouais. regarde, là, c'est l'opportunité en or de changer ça et de faire un moratoire sur une nouvelle construction. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent des gens à construire des condos pour pouvoir avoir des problèmes plus tard. Et sans avoir même de réglementation acoustique. Fait que pour moi, c'est le Far West. Donc, il faut mettre des règles en place pour ça. Puis, OK, toutes les. Je suis d'accord parce que chez nous aussi, derrière chez moi, il y a des nouvelles bâtisses qui ont été construites. Au début, ils se plaignaient, mais on a arrangé le problème. On a été capable d'arranger le problème. Mais c'est pas à moi de faire ça, là. C'est à la ville. C'est ça le problème.
Anyways, Je suis mais d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. je sais pas. Ça va être C'est poche ben, là, parce que ouais. Juste commenter là-dessus, c'est ça, la réalité, là, vas-y, excuse-moi. excuse-moi. La réalité, c'est que la ville a besoin de cash en taxes, puis genre, ils vont le mettre au niveau résidentiel, ils vont faire sûrement plus d'argent. Sauf que, tu sais, moi, je suis un résident de Montréal aussi, là. Les commerçants, on est quand même des résidents aussi, là. On habite à Montréal, on est là, on paye des taxes au niveau résidentiel, mais au niveau commercial aussi. À un moment donné, c'est comme, ça fait juste pas de sens. On a besoin de travailler aussi, là. Puis, tu sais, on nous encourage à coups d'applaudissements, mais après, ils nous servent des amendes sur le côté, puis on a comme 20 policiers qui viennent dans nos bars pour dire Hey, c'est-tu correct, là, vos affaires? Non, on a eu des plaintes de bruit, telle affaire, tu sais, de façon quasiment agressive. Genre, à un moment donné, comme, soyez conséquents, vous voulez une chose ou l'autre. Là, Anyway, désolé, c'est l'émotion. Juste comme moi, je suis enfin, de mon point de vue, puis pour avoir travaillé à la ville et avoir essayé de consulter, conseiller la ville là-dessus, je l'ai mentionné à la fin, c'est un enjeu de ressources et d'expertise interne à la ville parce que au moment où tu vas demander, il va y avoir un permis, il faut qu'il y ait toute une procédure et des gens en interne qui soient conscients de ça et qui assument des demandes à un entrepreneur en disant ça me prend. Alors, l'exemple qu'a mentionné Sébastien, c'est entre guillemets facile pour la ville parce que c'est un PPC moi, donc on peut un peu demander tout ce qu'on veut parce c'est une dérogation de toute façon. Et donc là, même ça, nous, on voit un problème parce que quand on est contacté pour faire ce genre d'études, vu qu'il n'y a pas une réglementation très claire, il y a une grosse variabilité. J'ai mentionné variabilité dans les tests. Donc, même si vous prenez un expert, il y a des experts acousticiens, il y en a beaucoup, vous pourrez faire le test, mais ça serait un peu perdre de l'argent. Avec demander 5 études, il y aurait des valeurs différentes à la fin. Juste parce qu'il n'y a même pas une méthodologie claire, il n'y a pas une norme qui définit. Donc, juste ça, c'est un problème, c'est plus un problème technique. Mais je pense que le vrai problème, c'est quelle est l'expertise en urbanisme. Il y a un ordre des urbanistes, il y a toute une procédure établie, mais le bruit, c'est un peu le parent pauvre. Je veux dire, les ressources sont très limitées, vraiment trop limitées, et on a les plaintes ont augmenté et les ressources sont fait que réduire sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est un problème pour lequel vous êtes pas du tout responsable. Par contre, je pense que vous avez bon, en tout cas, vous avez plus de pouvoir que moi individuellement. En plus, moi, je suis un peu un traître, je suis un ancien, donc je n'ai pas le droit de. Mais je veux dire, vous avez plus de pouvoir pour mettre enfin, pour énoncer ces problématiques. Et c'est sûr qu'après, c'est des problèmes internes à la ville. Quelle procédure ils mettent en interne? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut clignoter au moment où il y a quelqu'un qui demande un permis, quand c'est proche d'une salle, une évaluation des risques, ce genre de choses, choses d'analyse, c'est pas votre responsabilité de le faire, pas du tout. Là, vous n'êtes pas responsable des développements à côté. Moi, j'avais une Puis, petite question rapidement, en fait, juste de savoir, de tous ceux qui sont présents et qui sont propriétaires ou gestionnaires de salles ou de bars, si vous pouvez répondre dans le chat, de savoir qui a eu accès aux subventions pour l'insonorisation. Je ne sais pas si c'est de l'information qu'on avait déjà, John, de ton côté, mais je serais juste curieux de voir si tout le monde a eu recours quand même à une analyse acoustique, à des fonds pour pouvoir améliorer un petit peu l'isolation et tout ça. Je serais curieux. on a deux questions dans le chat. Hugo Tremblay pose une question à toi, Romain. Pourquoi le limiteur n'est-il pas adapté au contexte montréalais? Alors, le limiteur acoustique, donc c'est celui avec un micro ça va prendre le niveau, puis ça va baisser ou limiter de façon avec du traitement de signal. Juste déjà, par exemple, il n'existe même pas, on ne peut même pas l'acheter au Canada. Ça existe, en fait, faudrait le faire venir d'Angleterre. Par exemple, c'est des technologies. C'est-à-dire, je contacte des distributeurs, c'est pas une demande, c'est des technologies qui ont été développées en fonction des règlements. Ça, c'est un premier point. Et en fait, il y a la version salle de spectacle, salle des fêtes, centre communautaire en région. Si ça dépasse le niveau, ça coupe le signal. C'est vraiment. Donc ça, vous voulez pas ça pour votre salle. Vous fournissez une qualité sonore très bonne, etc. Les versions plus élaborées, partir d'octave et tout, ça coûte relativement cher.
Et en fait, après, c'est plutôt tout le système. C'est le système d'encadrer, de coffrer ça, enfin, en fait, de mettre un plombage, de faire que c'est fixé. Ça vient avec un contexte où on va forcer les salles. Moi, où je vois pas que c'est adapté, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est plus à chercher à aider des salles, à faire des dérogations et à leur donner finalement, ah, vous avez le droit vous allez avoir le droit de faire plus de bruit, puis en échange, on va vous demander quelque chose. On peut demander un limiteur, mais c'est pas adapté dans le sens où on va demander à tout le monde de le mettre, en fait. Un peu comme du jour au lendemain, on va dire à tout le monde, mettez ça. J'ai un peu du mal à voir la faisabilité. Donc, c'est ça, déjà, il n'y en a pas, même si ça pourrait exister, puis on pourrait l'amener, puis le développer au Canada, puis que ça soit. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. J'ai l'impression déjà, on pourrait au moins commencer par des limiteurs qui sont des limiteurs intégrés dans vos consoles et aussi un afficheur et un sonomètre, finalement, quelque chose qui mesure et qui vous indique au moins, sans finalement avoir aucun impact sur ces deux sons, mais qui va juste vous indiquer à quel point vous dépassez ou pas. Pour moi, c'est l'équivalent du compteur de vitesse, en fait. En fait, le limiteur, c'est le truc automatique, je sais pas comment ça s'appelle sur une voiture. Je fais des analogies avec des voitures, mais j'ai même pas de voiture, j'y connais rien en voiture, mais c'est le bouton qui fait que vous pouvez pas dépasser une certaine vitesse, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un limiteur de C'est- vitesse, je pense. Ouais, bah, mais le limiteur de vitesse, bah, c'est ça, ça serait ça, le limiteur. C'est quand même assez intense, puis c'est vraiment rentré, c'est un impact très fort chez vous. J'ai pas l'impression, puis ça, c'est une question que j'ai, mais à quel point les salles sont prêtes à accueillir ce genre d'équipement dans leur système. Mhm. Parce que finalement, si vous acceptez pas, il y aura pas ça, là. Ça se fera pas, là. Ou alors, c'est la ville qui va vous forcer, mais la ville, elle a pas de ressources pour le forcer. Il y a une autre question de Josh, encore une fois pour toi, Romain. Est-ce qu'une clause d'antériorité est un argument au point de vue légal? Non, bah en fait, non, parce que vous avez malgré. En fait, la clause d'antériorité, il faudrait voir ce que ça veut dire. J'étais là avant, mais oui, votre enveloppe était là avant, mais votre responsabilité à gérer, à la gestion sonore, à gérer le son qui sort de votre salle, elle est continue. Tous les jours, vous avez cette responsabilité-là. Donc, en fait, c'est un peu le fait que oui, vous avez un certificat de salle de concert, et même si vous n'avez jamais eu de plainte sur les 20 dernières années, et, peu importe si c'est parce que c'est un nouveau voisin et c'est gentrifié, c'est quelqu'un, en fait, vous avez la responsabilité de gestion des nuisances et sur un règlement des nuisances, finalement, le règlement sur le bruit, il n'y a pas d'antériorité, vous allez toujours être responsable de ne pas faire de nuisances. Là où ça peut être intéressant, mais ça prendrait des normes objectives, donc encore une fois, la clause d'antériorité, la clause grand-père, ça prend des normes objectives qui sont fixes et qui ont été définies en disant on fait ce bruit-là. Mais l'exemple de la tulipe, si on oublie le fait qu'il y a eu un gros problème au moment de donner un permis pour un logement, parce que ça c'est quasiment un cas, c'est quelque chose à part en fait, c'est une erreur de l'arrondissement qui après s'est retractée. Mais la tulipe qui avait jamais fait de bruit, mais elle avait jamais fait de bruit parce que allez voir le système, enfin j'étais pas là à l'époque, j'étais pas né, mais le système de son de la tulipe dans les années 70, c'est pas le système de son de la tulipe maintenant. Donc finalement, une salle, c'est pas parce la salle, elle évolue. Et puis là, pour être encore plus dans sa programmation, dans son système de son, l'évolution des systèmes de son, je veux dire, les règlements de l'époque, les règlements, ils datent dans les années 76. Il faudrait voir la tête du système de son. Bon, il y avait des gros murs d'enceintes en Californie, mais on n'avait pas ça. Je pense qu'à Montréal, c'était des plus petites enceintes quand même. Donc, il y a cette notion-là qui est importante, c'est que il faut, si vous voulez faire une clause d'antériorité, en Angleterre, ça a été, la première fois, c'était fait en Australie. Ensuite, ça a été implémenté en Angleterre. En Angleterre, ils ont un concept d'inaudibilité aussi. Donc, il y a eu un gros débat autour de ça. On fait une clause d'antériorité ou un agent de changement, mais on a la critère d'inaudibilité. Ils ont fait, par exemple, quelque chose de super intéressant. Il faudrait voir si ça peut s'appliquer. C'est le principe d'acte de servitude. Donc, quand il y a un logement à côté, en fait, c'est de la même façon qu'on peut faire un acte de servitude quand vous avez le droit de passage, par exemple, sur votre terrain, bah là, ça va être le droit. En fait, les voisins à côté, vous avez le droit de faire du bruit. Donc ça, c'est des concepts légaux intéressants. Mais du point de vue cour municipal, le règlement des nuisances, il y a, ça tient pas d'être là, d'avoir été là avant. Puis Je sais pas si ça. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. C'est aussi quand quelqu'un dit aux policiers, ben, je passe, j'allais toujours, comment dire en français, I was speeding, I've always sped on this road. John, peut-être tu peux traduire pour moi.
Oui, tu sais, oui, je roulais trop vite, mais je roule toujours trop vite. Ça change quoi cette fois-ci? Oui, c'est ça. Et puis, finalement, là, la police s'arrête et il te donne une infraction. C'est la même chose pour une salle de spectacle. Comme moi, je vois que je faisais toujours du bruit. Pourquoi maintenant il y a un problème? Ben, parce que maintenant il y a le problème. Alors, il faut corriger le problème maintenant. Pour Merci moi, de c'est clair. merci de continuer dans mon analogie sur la automobile. J'apprécie beaucoup, Mauro, ta contribution sur cette De analogie. rien. De rien. Je pense qu'il y avait Pascal aussi Je qui veux voulait. aussi juste ajouter quelque chose de ce que Malik a dit concernant la ville et la ville doit décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai eu la subvention pour l'insonorisation. Alors, pour moi, c'était déjà un exemple que la ville a décidé de donner aux salles de spectacle de l'argent pour insonoriser les salles. Alors, moi, j'ai pris cet argent-là et j'ai commencé à insonoriser. Alors, c'est comme la ville a déjà décidé, oui, on voudrait vous donner de l'argent pour vous aider, et ça, c'est un exemple de ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas défendre la ville pour tout ce qu'ils font, mais au moins, ils ont déjà commencé à nous aider les salles de spectacle. Et mentionner que c'est la vitre, le service culture, donc la vie centre, qui donne l'argent. Et là, vous êtes dans une problématique interne à la ville qui peut-être pas si intéressante que ça, mais qui est concrète, où on a des arrondissements qui n'ont pas le même objectif que certains services centraux. Et ça, c'est un vrai problème parce que la politique ou la volonté d'aider les salles, elle arrive face à un mur quand il y a un arrondissement qui fait juste sa responsabilité, c'est gérer les plaintes. Et qui, elle, n'a pas, qui a pas cette responsabilité-là de vous aider tant que ça, vous apporter du support financier, par exemple. Ouais, puis aussi, ça aide toujours d'avoir des sous pour insonoriser, mais ça ne règle pas le problème réglementaire. Même après l'insonorisation, même après les travaux, le risque persiste de recevoir une prévention à cause d'un voisin ou une voisine qui n'arrête pas d'appeler la police. Pascal, tu avais un son? Oui, c'était pour rebondir par rapport à l'idée de clause d'antériorité. Est-ce que, bon, c'est peut-être naïf comme remarque, mais en termes de solution, même si je ne m'y connais pas en termes de loi juridique, mais est-ce que ce serait pas intéressant aussi de creuser au niveau de la législation, enfin du moins du droit de l'occupant, enfin du citoyen qui est dans son logement, s'il vient habiter près d'une salle de spectacle, avoir conscience qu'il habite à côté d'une salle de spectacle. Surtout si la salle de spectacle était là avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter dans les clauses du bail, d'un point de vue législatif, que le nouveau locataire, il n'est pas ignorant par rapport à l'endroit qu'il va occuper? Parce que la naïveté, elle a bon dos, et puis l'ignorance, encore plus. Donc, il me semble que peut-être, enfin, je ne sais pas, il y aurait des choses à faire aussi à ce niveau-là, et pas uniquement au niveau des salles de spectacle qui doivent réfléchir à plus de contraintes pour être en bon terme finalement avec ses voisins, mais aussi au niveau des bails, peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. C'est encore différent quand une salle après s'installe à un endroit où on n'avait pas forcément envisagé les conséquences de son installation. Et puis l'autre, c'est une deuxième remarque par rapport à ce que disait Monsieur Touré, avec qui je suis quand même profondément d'accord. Il est certain que vos salles de spectacle, enfin moi ça fait 7 ans que je suis sur le territoire québécois, c'est une vitrine en tant qu'étrangère finalement quand j'arrive aux salles de spectacle, c'est la vitrine de Montréal. Donc, il me semble que c'est important que la ville, même si Romain, tu disais que c'était pas très glorifiant, pas très intéressant, c'est quand même un investissement à long terme. Et dans les publicités qu'on reçoit à l'étranger de Montréal, ville culturelle, parce que c'est ce que fait miroiter Montréal par exemple, quand on est en France et qu'on voit les publicités. Donc, c'est vraiment ville culturelle. Donc, je pense que la ville de Montréal doit aussi se donner les moyens de faire en sorte que la vitrine qu'elle affiche, ben, elle soit, comment dire, valorisée.
Et la valorisation, elle passe aussi par les aides pour gérer ces problèmes de nuisances sonores qui parfois n'en sont pas réellement. Parce que il me semble que vous êtes des cibles faciles pour les locataires, pour les habitants, et que c'est peut-être aussi important d'inverser la vapeur, quoi. Bon voilà, c'était une remarque générale. Absolument, merci. Il y a, en fait, il y avait Karim qui a posé la question, parmi les salles présentes, quelles sont celles qui utilisent un sonomètre et un afficheur? Puis je vois qu'il y a quelques salles qui ont répondu par écrit, mais est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient répondre de vive voix? Moi, j'attends mon phonomètre. J'ai une livraison qui s'en vient la semaine prochaine. C'est un phonomètre que Romain m'a suggéré d'acheter. C'était très, très cher. Et c'est ça que je ne l'achèterais pas si j'avais pas l'argent de la ville. Merci, Romain. Mais anyway, c'est ça que je vais pas l'utiliser disant, je vais montrer le numéro au guitariste qui joue trop fort et je vais lui montrer, regarde, tu joues à 102, il faut que tu abaisses ton volume. Mais c'est comme Roman a dit, au moins c'est juste pour sensibiliser tout le monde pour voir, écoute, regarde le chiffre, c'est vous à décider de ce que vous voulez faire. Mais c'est ça que je vais pas faire ce qu'ils font à la France ou en Suisse, qu'ils vont arrêter le spectacle si tu joues plus fort que 98 ou quelque chose de stupide comme ça pour moi. Xavier, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, ben, en fait, c'est une question pour Romain, en fait, quand il parlait qu'il n'y avait pas de limiteur qui était disponible, tel qu'il y avait en Europe, entre autres, je pense en France. Il y a quand même des solutions qui sont intéressantes avec des drive racks pour gérer justement tout le système de son, tu sais, qui peut permettre justement d'isoler mieux, mettons, les mids, les hautes, les basses, puis mettre des niveaux de dB aussi à travers Il y a des limiteurs qui sont déjà comme instaurés à l'intérieur. Donc, il y a des niveaux de dB qui vont aller vers le système de son qui peuvent déjà être instaurés à même ce système-là avant que les gens commencent à gosser sur les consoles. Fait que, tu sais, ça pourrait être quand même des avenues qui seraient intéressantes si Oui. des salles qui pourraient regarder dans ces choses-là. Mais je ne sais pas si Romain, tu veux Il y a rajouter quelque beaucoup de chose. salles. Non, il y a des salles qui font déjà ça. Ça peut être au niveau global, le DBA. En fait, déjà mentionner que la majorité des limiteurs, c'est par fréquence, puis c'est surtout les basses qu'on va limiter. C'est les basses le problème. Mais effectivement, ça existe déjà, c'est intégré dans les consoles, ça peut être des racks, c'est matériel ou logiciel. Et ça, en fait, ce réglage-là, il peut être fait, il peut être fait actuellement avec le critère d'inaudibilité, il pourrait être fait sans expert en acoustique parce qu'il suffirait d'aller écouter chez le voisin. Mais alors, il suffit d'aller chez le voisin, amène aussi un autre problème, c'est que c'est quoi qui doit faire ça? Parce que si je me mets de votre point de vue, qu'il y ait un conflit ou pas, c'est quand même une approche assez particulière d'aller chez le voisin, de rentrer chez lui, en sachant que vous allez avoir plusieurs interactions dans le futur. Donc, qui doit faire ça? Est-ce que c'est une tierce personne, un expert? Est-ce que c'est la ville? Mais qui est aussi la ville qui est censée pas être biaisée, mais qui. Est-ce que la ville elle a des ressources? On revient avec les ressources. La ville actuellement offre pas ce service-là, d'aller chez le voisin et de vous aider à régler le système de son. Finalement, elle l'offre indirectement si vous avez tellement de problèmes qu'ils se mettent sur votre cas et que là, ils vont pouvoir vous aider. Mais c'est pas établi qu'il va y avoir ce service-là de façon proactive, alors qu'idéalement, on le ferait ça au moment où en fait, on le ferait dès que le nouveau logement, il serait construit. On n'a pas parlé du cas du Belmont, sur lequel moi aussi j'ai fait des mesures où ça, typiquement, c'était ça, le Belmont, connu pour ses soirées drum and bass, ou en tout cas ses soirées avec beaucoup de bass, et un immeuble de condo collé vraiment sur le mur latéral de la salle. Bah, ça, ce test, enfin, il faut à ce moment-là le réglage du limite, il doit être fait, ouais, il doit être fait par la salle. Et puis on a donc il y a des solutions, mais le limiteur dont je parle, c'est un limiteur avec un micro qui est mis, un micro référence qui est mis dans la salle, qui est mis à un endroit bien spécifique pour rajouter une complexité technique. Par exemple, il y a des normes en dBA et en dBc, et le point de mesure qu'on va utiliser comme référence, c'est pas le même si on mesure en dBA ou en dBc. Donc actuellement, avec le nouveau décret français qui a été mis à jour, vous devriez en avoir deux des micros. Au moins deux limiteurs. Un limiteur pour les dBA et un limiteur pour le dBc, parce que le pic du dBc, il n'est pas au même endroit que le pic pour le dBA. Ça devient, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc,
sans vouloir comparer, puis moi je suis français, c'est une classique là, de comparer à la France, etc. Ça fait un peu cliché là, mais en gros, c'est ça là, le contexte montréalais, il doit être adapté un peu plus. Il y a un point que je voulais mentionner, c'est la notion pour côté réglementaire, une approche, une voie que je vois intéressante, c'est l'aspect dérogatoire. Actuellement, donc en fait, actuellement, si vous faites un concert en extérieur, vous demandez une dérogation au règlement sur le bruit pour avoir le droit de faire du bruit à l'extérieur. Et vous avez une dérogation, et la dérogation, elle est faite avec un critère qui est d'ailleurs, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais qui est vraiment très limité, le règlement pour les broyeurs. En fait, à quel point on pourrait imaginer une dérogation de l'article 9.1. Donc, ça faciliterait, en fait, ça donnerait un peu plus de pouvoir discrétionnaire à la ville de vous dire oui, vous avez le droit de déroger, puis on va vous donner des contraintes. Et moi, la vraie question que je me pose, j'ai vraiment pas la solution, c'est quelles contraintes on peut demander à une salle tant que ça vous coûte trop d'argent. Et par contre, cette dérogation-là, elle est quand même un peu plus. Il y a plus de flexibilité. On n'est pas obligé de l'ancrer dans un règlement qui va être écrit puis qui va mettre 30 ans à être changé parce que tout le monde a peur de changer le règlement sur le bruit. Parce que soit fonctionnaire, soit élu, c'est pas du tout sexy comme j'ai mentionné un peu avant. Donc cette dérogation, mais si on fait une dérogation, c'est quoi le comité? C'est quoi le groupe de personnes qui décident ou pas de vous donner cette dérogation-là? C'est un enjeu super important. Et c'est ça l'enjeu de gouvernance. San Francisco, ils ont un comité comme ça, avec des experts, des élus, et ils décident ou pas de donner cette dérogation-là. Moi, je trouve que ça serait idéal d'avoir ça, mais encore une fois, on parle d'un truc qui n'existe pas encore à une échelle probablement de la ville, alors qu'actuellement, c'est géré par des arrondissements. Donc, il y a un gros décalage. Et ça, c'est vraiment la ville interne à la ville, mais quand même, c'est un peu le cœur du problème. Vous avez la ville-centre, vous avez les arrondissements, puis comment on gère ça? Ouais. Merci Romain. Donc, je vois l'heure passer, c'est 11h28. Donc, je pense qu'il va falloir laisser laisser là la discussion. Mais merci beaucoup à Pascal, puis à Romain, puis à vous, Sébastien Moreau, Georges Xavier et Malik. Puis merci à vous aussi, les participants. J'ai l'impression qu'on a gardé l'ensemble de nos participants pendant les 2 heures au complète. C'est assez rare, donc merci de votre attention, de votre écoute et de votre participation aussi. On a reçu quand même des questions très, très pertinentes. Est-ce que Pascal, t'aimerais le dernier mot? Oui, bah, en fait, je rejoins ce que tu disais au départ. 2 heures, ça ne suffit pas pour aborder le sujet et puis surtout impulser une dynamique dans le sens de trouver des solutions, on va dire, partagées par rapport à la politique de la ville et ce qui est votre réalité. Surtout pour pouvoir continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Donc moi, je suis ravie de cette collaboration avec les SMAC, qui j'espère continuera justement pour traiter de ce type de sujet brûlant, mais essentiel si on veut pouvoir avancer et, euh, et puis faire valoir les droits de chacun. Voilà, donc il me semble que c'est une bonne amorce. Et comme je le signalais à John, donc la séance a été enregistrée, donc vous pourrez retrouver le débat sur le site de la Semaine du Son Canada. Et puis de toute façon, on en donnera une copie à John également pour que ça puisse être archivé auprès des SMAC. Et donc voilà, avec Romain, on a à cœur de pouvoir, et John, poursuivre le débat sur les années futures et surtout être actif pour faire valoir les voix qui doivent être entendues, c'est-à-dire les vôtres, entre autres. Voilà. Donc, Ce sera avec plaisir. Merci encore. c'est moi. Merci donc à tout le monde et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci, au revoir.